Hello chère lumière, ah quelle joie, j'ai cette effervescence intérieure, à chaque fois je me dis ça y est, c'est prêt, je peux partager maintenant la nouvelle enquête intérieure, toujours plus enrichissante et vibrante. Super. Je suis Véronique alias Verity et je pense que vous allez adorer notre nouveau lieu d'exploration divine. Vous allez pouvoir vous ressourcer auprès du soleil avec un petit thé au parfum de douce menthe à travers les dunes aux couleurs chatoyantes. Et oui, je veux parler d'un lieu que vous connaissez tous, le mystérieux plateau de Gizeh, en Égypte, avec son sphinx et ses belles pyramides divines qui nous attendent. Alors pour les autres enquêtes intérieures que j'ai pu réaliser, je me sens toujours honorée de pouvoir vous partager tout ce que j'ai pu recueillir en infos, ressentis, illustrations, c'est incroyable et j'adore. J'ajoute que si vous souhaitez découvrir les autres enquêtes intérieures sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur les liens sous la vidéo. Donc maintenant que vous connaissez un peu mieux les enquêtes intérieures que je vous propose, vous savez comment je procède pour les réaliser. Je fais un bref rappel pour ceux et celles qui découvriraient pour la première fois cette vidéo. D'abord, j'écris une méditation guidée en amont, puis je projette ma conscience à travers cette méditation guidée sur le lieu d'exploration. Et enfin vient le fameux questions-réponses où je demande en connexion de cœur à des stellaires ou des êtres de l'intraterre s'ils accepteraient de répondre à mes chères questions. Bon, rassurez-vous, j'ai encore eu mes réponses cette fois-ci. Alors comme toujours, je vous propose ici un éclairage possible de ce que pourrait représenter le site de Gizeh et les fabuleux secrets qu'il renfermerait. Et la super nouvelle, c'est qu'on va aller découvrir tout cela ensemble. Donc je vous dirai ceci, que cela puisse vibrer et résonner le plus haut possible avec vous, dans votre cœur. Et merci infiniment à vous tous d'être présents et présentes pour ce lumineux voyage. Allez, chère lumière, on est parti. Installez-vous confortablement dans votre cœur. Entendez cette douce musique du désert ensoleillé à vos oreilles. Voilà. Je vous souhaite un merveilleux voyage à tous. Il était une fois, dans le désert occidental d'Égypte, aux tons de jaune mélangés aux blancs ensoleillés, un lieu bien mystérieux appelé plateau de Gizeh. Situé sur la rive ouest d'une île, se dresse alors une étrange et imposante statue appelée Sphinx. Tel un gardien des lieux, il vous laisse entrevoir derrière lui trois incroyables et célèbres pyramides dont les noms enflamment votre imagination. La belle Khéops, puis Khéphren et enfin Mykérinos pour la plus petite des trois. D'après l'égyptologie traditionnelle, ces étranges structures auraient été bâties il y a 4500 ans, soit environ plus de 2500 ans avant Jésus-Christ, par les pharaons qui auraient donc donné leur nom à chacune de leurs constructions respectives. Bâties sur la nécropole de Gizeh, ces trois pyramides serviraient de sépulture aux corps momifiés des pharaons, de leurs épouses et des personnages clés de l'État. Elles avaient donc pour rôle de faciliter en tout point le passage des défunts vers l'au-delà et leur permettre de rejoindre plus facilement le dieu solaire Ra. Bien, voici pour cette version que nous connaissons tous, apprise dans nos livres d'école depuis très longtemps. Et maintenant, je vous propose de passer aux questions-réponses et d'aller voir ce qui se trouve derrière le voile. Alors je me rends compte que mes questions sont toujours très généreuses, donc j'ai réalisé les séances
en 4 fois. Oui, il y avait beaucoup à dire et d'ailleurs, autant sur la méditation, j'ai trouvé cette fois que les secrets étaient bien gardés et autant sur les réponses en écriture guidée, eh bien j'ai eu beaucoup de détails en fait, c'est assez surprenant et tant mieux pour nous. Donc, roulement de tambour, j'ai demandé intérieurement à pouvoir entrer en connexion de cœur avec ceux qu'on appellerait les bâtisseurs du Sphinx et des pyramides de Gizeh. Et en fait, lorsque j'étais en méditation guidée, j'ai vu se présenter un être qui sera ensuite porte-parole pour un collectif et qui parlera pour les séances de questions-réponses. C'est un être lion Urma de la lyre. Son nom est Méros. Le voici en image. Sage et imposant dans sa vibration, je vous reparlerai de lui un peu plus loin avec son groupe. Bon, cela vous donne déjà une petite idée pour vous placer dans l'ambiance de construction d'origine. Voilà, c'est dit. Et aussi pour vous mettre déjà les papilles intérieures en ébullition. Allez, passons aux questions-réponses maintenant, chère lumière. C'est parti! Question numéro 1. Pourquoi avoir choisi le lieu du plateau de Gizeh en Égypte pour construire les pyramides et le Sphinx? Est-ce que cette position géographique sur la Terre a une raison bien spécifique? Tout lieu choisi pour construire des points énergétiques de lumière ont une raison sacrée. En effet, ce lieu a été repéré pour sa position alignée dans la géométrie des lignes énergétiques de la Terre. Nous avons défini cet emplacement car il répondait à l'époque, et cela est toujours le cas, à un équilibre centré pour positionner nos futures constructions. Nous avons pensé au début bâtir plus bas dans le continent africain, et avec ce que nous avions vu dans les lignes de temps de la Terre, nous avons décidé que ce serait dans votre pays d'Égypte car c'est un lieu stable et où les constructions traverseraient plus facilement les âges. C'est d'un point de vue géostatique, magnétique et pour respecter les alignements avec la conscience de la Terre également. Très bien, pour commencer, passons à la question suivante. Question numéro 2. Pourrions-nous connaître environ l'époque à laquelle a été construit les pyramides et le Sphinx? Ah, notre question date, toujours avec beaucoup de recul comme d'habitude. Alors, que nous disent-ils? Vous êtes toujours en recherche de dates dans votre humanité, nous pouvons le comprendre. À titre d'indication temporelle, pour vous aider, voici une époque qui pourrait être signalée comme l'âge 10 300 ans avant Jésus-Christ. Donc ça ferait environ 12 324 ans si on part de notre temps présent, en rajoutant 2024 ans depuis Jésus-Christ, même si Jésus-Christ, dit Yeshua, ne serait pas né en l'an 0, mais un peu avant. Bon, faisons comme si c'est une idée. Question numéro 3. Est-ce que la construction des pyramides s'est faite longtemps avant l'engloutissement de l'Atlantide, pendant ou juste après? Longtemps, 2000 ans avant. Votre Atlantide, dont nous avons apporté notre savoir, a été engloutie. Nous préférons, au lieu du mot englouti, est passé dans une autre fréquence de votre dimension, plus tard dans votre ligne temporelle. Il était nécessaire que ce soit construit avant que l'Atlantide ne soit plus. Ok, donc si on part du principe, d'après Platon, que l'Atlantide aurait été submergée vers 11 600 ans environ, cela nous ferait donc moins de 1000 ans d'écart en arrière, si on reprend la date de 12 324 ans citée plus haut, pour la construction alors qu'il nous parle de 2000 ans ici. Ah, ces dates, comme je vous disais, la tête commence à chauffer. Bon, peu importe en fait, on peut juste retenir que ce serait à peu près dans cette zone temporelle et on s'arrêtera là. C'est simplement une indication pour avoir un point de repère. Allez, chère lumière, prochaine question. Question numéro 4. Est-ce qu'il y a des raisons particulières de faire cohabiter des formes pyramides avec une statue de Sphinx? Oui, comme vous pouvez le constater, chaque construction a été pensée avec soin. Les formes dites pyramidales ont une fonction bien spécifique sur Terre et ailleurs dans l'univers. La forme du sphinx, qui ne s'appelle pas un sphinx, mais nous garderons ce mot pour vous, c'est plus simple à se rappeler, a lui aussi été construit car il entre en résonance avec les formes pyramidales du point de vue énergétique, mais cela, nous vous en reparlerons plus loin dans les questions. Question numéro 5. Pourquoi avoir choisi de construire des monuments en forme de pyramide plutôt qu'une autre forme? Quelle en est la raison? Comme nous le disions,
La forme pyramidale est une onde de forme à elle seule. Du fait de sa base et de sa pointe en haut, elle est un concentrateur d'énergie et vous savez que tout est énergie dans le cosmos. Vous également. Les pyramides sont des points de connexion entre elles et forment un équilibre qui relie le ciel et la terre. Voilà pourquoi. Oui, quand on voit le nombre de pyramides construites sur la Terre dans les différentes civilisations anciennes et que nous redécouvrons au fur et à mesure, on comprend mieux pourquoi. D'ailleurs, cela permet de penser aussi que ces civilisations avaient le même point d'origine en matière de connaissances énergétiques et mathématiques, même si les formes de pyramides diffèrent en fonction des cultures. Ah, la prochaine question concerne nos bâtisseurs. Attention, écoutez tous. Question numéro 6. Pourrions-nous connaître qui sont les bâtisseurs du plateau de Gizeh? Sont-ils humains, stellaires, les deux peut-être? De quelle civilisation viennent-ils précisément? Comment sont-ils physiquement? Tu le sais déjà, tu as eu un aperçu bien que ce soit partiel, mais pour tes autres frères qui n'ont pas encore eu accès pour certains à ces informations, nous allons faire une présentation officielle en toute transparence. Nous sommes une alliance humano-céleste qui a eu accès à la construction du plateau de Gizeh. Nous avons décidé à l'époque ensemble car nous étions en échange déjà depuis très longtemps. Il faut savoir, et vous commencez à rassembler le puzzle de votre histoire, que les civilisations comme l'Atlantide étaient en relation constante avec des civilisations de l'espace. Il y avait beaucoup de communication car c'était normal, si on peut utiliser ce terme. La Terre était à ce moment une Terre galactique. Les vaisseaux sillonnaient votre ciel sans problème car la conscience de votre humanité avait encore, même s'il y a eu une chute drastique de vos connexions de cœur avec le divin, une reliance avec nous présente. Je suis Méros du Conseil Urma dans la constellation de la Lyre, si vous voulez avoir un nom et un visage. Notre civilisation féline a apporté sa participation à la construction des pyramides car nous étions déjà présents dans votre système et en contact avec vos civilisations. Il y a eu aussi du système des Pléiades, une délégation qui est venue apporter son savoir. Des êtres d'Arcturus ont également, d'un point de vue plus éthérique, contribué à calibrer l'énergie du site. Et enfin, vous avez un groupe de sages atlantes, dont quelques prêtres initiés, des scientifiques qui maîtrisaient l'alchimie et la science sacrée pour apporter leur contribution. Alors vous voyez, nous étions un petit groupe atlante et 3 civilisations galactiques seulement. Bien, voilà qui pose les choses. Désolé pour la civilisation égyptienne et nos pharaons Khéops, Képhren et Mykérinos qui auraient été officiellement les constructeurs des 3 pyramides. Alors je vous ai déjà présenté l'illustration de Méros, le porte-parole Urma du collectif des bâtisseurs, et maintenant allons découvrir les autres bâtisseurs que j'ai vus en méditation guidée et ressentir leur énergie lumineuse.
Voici, chère lumière, pour les présentations officielles de nos super-héros bâtisseurs. Je ressens que c'était bien eux les chefs de chantier, si on peut dire. Ils parlent aussi de la présence arthurienne, mais comme ils le disent, elle se trouve sur un autre niveau de conscience encore. D'ailleurs, je n'ai pas eu d'infos à ce sujet lors de ma méditation guidée. En tout cas, chacun de ces êtres dégage une énergie qui est unique, forte, bien ancrée, donc c'est top. Maintenant, passons aux questions complémentaires. Si ce sont des stellaires, depuis combien de temps sont-ils présents et quelle est la raison de leur venue sur Terre? Oh, depuis longtemps! Depuis que les civilisations sur Terre portaient la fréquence de 5e dimension. Quelle raison? Est-ce qu'il faut une raison pour échanger et partager ensemble dans de hautes fréquences? Ah, nous vous taquinons! La raison est simple. À travers chaque rencontre et échange entre différentes civilisations, nous évoluons tous. Nous acquérons de la sagesse. Alors nous ne disons pas que tous ont eu des buts désintéressés. Pour nous, nous avons la possibilité d'élargir notre conscience et de former une sorte de réseau d'alliances célestes. De plus, certains d'entre nous, une partie plus importante que vous ne le pensez, a eu des incarnations sur Terre, donc nous sommes familiers de votre planète. Ah, j'aime beaucoup qu'ils aient de l'humour, c'est top, et ils n'ont pas fini de vous faire sourire dans certaines des futures réponses à venir. Avec quelle civilisation sur Terre étaient-ils en contact? L'Atlantide, la Lémurie pour les plus connus, les civilisations qui portent de hautes fréquences du cœur, des peuples sur toute la Terre où la connexion divine était avancée. Nous avons aussi essayé plus tard avec des populations qui avaient besoin de retrouver une connexion avec leur être et nous avons apporté un savoir, mais cela n'a pas eu les résultats que nous pensions. Une partie d'entre elles nous ont pris pour des dieux, donc nous n'avons plus refait l'expérience. Alors j'ai noté justement par rapport à ces civilisations que ce seraient des lieux comme l'Asie et l'Inde plutôt. Si c'est une alliance humaine et stellaire, quelle en est la raison? Nous nous sommes réunis car à ce moment sur Terre, vous étiez à une époque critique de basculement et il était nécessaire d'unir nos savoirs pour la préservation de votre future humanité. Très bien, merci beaucoup pour ces informations complémentaires. Question suivante. Question numéro 7. Combien d'êtres étaient présents pour la construction sur le plateau? Au niveau des chefs de chantier, quel était leur nombre? Et s'il y avait des ouvriers humains, combien étaient-ils? Ah, quand je vous disais que vous alliez rire encore un peu, ils ont du répondant et vous allez le voir tout de suite. Très peu comme nous vous le disions. Vous imaginez dans vos récits d'histoire des milliers et des milliers d'humains qui travaillent comme des esclaves sur le plateau. C'est une invention de vos gouvernements. Nous étions un groupe de dizaines de personnes. Alors il y avait en effet des ouvriers, si on peut dire, humains, mais qui avaient un certain savoir comme des maîtres d'œuvre et qui se chargeaient de la logistique de main-d'œuvre de façonner des pierres à une petite échelle. Il y avait donc un groupe d'humains ouvriers qui étaient des êtres libres et conscients de la tâche à accomplir dans un but bien précis. Au niveau des organisateurs, nous étions 5 et nous avons fait des relais de poste. 3 humains atlantes et 2 célestes. Parfois cela changeait, c'était plutôt 4 galactiques et un atlante car nous avions aussi d'autres responsabilités ailleurs. Ok, c'est sûr, on ne peut que rire quand on comprend comment cela s'organisait et de mettre en parallèle l'idée de pauvres êtres humains qui auraient tiré les pierres à la sueur de leur front. Je suis déjà fatiguée pour eux rien qu'en y pensant. Et vous, qu'en pensez-vous, chère lumière? Question numéro 8. Est-ce qu'il y a des noms de bâtisseurs que nous connaissons peut-être et qui seraient toujours présents actuellement dans l'environnement de Terra? Ce n'est pas important les noms. Ce que vous avez juste à retenir, c'est que nous étions une alliance de terre et de stellaires. Alors, chers bâtisseurs, j'ai trouvé une référence dans le livre Les 7 flammes sacrées d'Aurélia Louise Jones, aux éditions Telos France, à propos du maître Paul le Vénitien, le Chouan qu'on traduit par gardien, du 3e rayon sacré de la flamme rose d'amour cosmique, qui parle de ces différentes incarnations terrestres. Il est écrit ceci. Il fut ensuite un maître de l'architecture ésotérique en Égypte et travailla avec le maître Enmoroya, qui est donc le Chouan du rayon bleu de la volonté divine, le maître maçon à la construction des pyramides. Voilà qui ajoute une dimension supplémentaire quand on sait que ce sont des êtres ascensionnés, on comprend bien que nos chers bâtisseurs avaient un haut degré de sagesse et une maîtrise des sciences de l'univers. Question numéro 9. Pourquoi les bâtisseurs ont choisi de construire les pyramides et le sphinx?
Nous y avons déjà répondu dans les questions d'avant. Nous savions que l'Atlantide allait disparaître de votre dimension et entraîner une chute énergétique et un traumatisme dans votre conscience, qui perdure encore aujourd'hui dans vos mémoires. Le site de Gizeh est un point de mire pour vous. Il a été décidé que tout ce savoir atlante, et donc de toutes ces grandes civilisations au final, ne pouvait pas disparaître sans trace, sans conservation d'archives. De plus, il n'y avait pas que l'Atlantide à préserver. La Lémurie était déjà partie pratiquement et le choc s'était déjà répandu dans votre humanité, alors nous avons décidé que pour éviter un déséquilibre trop grand sur la Terre, nous allions construire un site qui servirait de point d'équilibre situé au centre des terres de votre monde et également de base de mémoire à votre humanité. Vous avez d'autres lieux qui remplissent cette fonction et tout est connecté. Cependant, le site de Gizeh est très spécial, c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'affabulations et de discriminations qui sont propagées dessus. Merci beaucoup. Question numéro 10. À l'époque de la construction des pyramides, que se passait-il sur Terre ? C'était un futur chaos à venir, la Terre commençait déjà à trembler avec la Lémurie qui s'engloutissait et l'Atlantide était également dans une grande détresse car son corps commençait à se disloquer au niveau énergétique, pas encore terrestre. Les sages lémuriens n'ont pas participé à la construction du plateau, mais ils ont soutenu notre action. C'était donc un moment complexe pour construire le site de Gizeh, nous devions le faire avant que l'Atlantide ne disparaisse ensuite. À partir du moment où la Lémurie est partie, il y a eu un assombrissement dans votre ciel à cause de tremblements de terre et de raz-de-marée, donc nous n'aurions pas pu faire le site. Il est vrai qu'en Égypte, nous étions plus loin de ces lieux de grande turbulence, ce qui nous a permis d'achever notre œuvre plus facilement. Très bien, oui, le contexte nous permet de mieux comprendre, c'est comme une priorité de faire ce site. Question numéro 11. Comment s'est passée la mise en place du plateau de Gizeh ? Quelles ont été les premières étapes de construction dans l'ordre ? Il a fallu préparer le terrain, les bases pour poser les pyramides dessus. À l'époque, nous vous l'apprenons pour certains, ce n'était pas du sable sur le plateau mais de l'eau. Il y avait une partie de terre également, donc nous devions aplanir le terrain pour avoir une horizontalité parfaite. Cette partie a été soufflée à l'aide d'un jet d'onde puissant qui a eu un effet de tamiser la terre. Ensuite, nous avons placé des repères d'énergie aux endroits où seraient le sphinx, les pyramides et des arches portails d'entrée. Puis a commencé le dallage de réseaux de pierre, la construction du sphinx, des temples et enfin les pyramides. Quand je vous disais qu'ils ont répondu en détail sur certains points, je découvre comme vous comment cela aurait pu être fait. Et donc on voit bien que tout est calculé au millimètre près dans un ordre précis et on peut le voir avec le résultat. Tout est cohérent. Un point très intéressant à relever aussi, le fait que l'eau du Nil se trouvait à côté des pyramides également. J'ai lu qu'une étude scientifique franco-égyptienne a avancé qu'un bras du Nil appelé Aramat serait venu jusqu'au plateau de Gizeh, favorisant la venue des bateaux pour le transport des pierres. Bon, pour le transport, cela est une autre histoire, et pour la date aussi, car il est question de plus de 4500 ans. On est loin des 10 500 ans, bien entendu. Tout de même, Roland N. Marsh, un égyptologue à l'université de Liverpool, affirme ceci. On a trouvé des traces archéologiques de l'existence de ports sur le site de pyramides. Bien, voilà pour ces infos complémentaires, chère Lumière. Question numéro 12. D'où venaient les pierres qui ont servi à la construction du site? De quelle couleur étaient-elles et quels sont les types de matières utilisées? Certaines ont été façonnées sur place au niveau éthérique pour avoir un mélange de différentes énergies et de cristaux dans la composition et d'autres ont été amenées de sites de carrières à des centaines de kilomètres. Les couleurs étaient jaune clair, blanc, des rouges, marrons et du noir pour des particules spécifiques. Granit, mica, il y avait aussi un composé éthérique d'or et de cuivre en poussière incorporé pour pousser l'énergie au maximum. Très intéressant cet ajout d'or et de cuivre dans la composition des pierres, ajouté à cette dimension de matérialisation éthérique en plus. Super! Question numéro 13. Comment ont été transportées les pierres qui ont servi pour la construction des pyramides et du sphinx? Par bateau avec le Nil? Par les airs en vaisseau ou autre? Alors, chère Lumière, avez-vous trouvé la réponse à ces devinettes? Et la réponse est... Écoutons leur réponse. À votre avis, oui, en effet, il y avait l'eau avec le Nil. Nous n'avions pas besoin de bateaux car nous avions d'autres moyens, les vaisseaux. Nos vaisseaux ont fait le travail et aussi notre matérialisation par la pensée.
nous faisons écrouler un de vos mythes sur le transport des pierres. Comment voulez-vous qu'une pierre de plusieurs tonnes arrive par bateau? Ce serait trop long en temps, trop lourd et votre bateau coulerait. Il fallait aller à l'essentiel. Alors j'avais vu une démonstration vidéo, c'était plutôt comique d'ailleurs. Ils avaient construit une petite barque égyptienne et mis une seule pierre pesant plusieurs tonnes dessus. Résultat, comme vous en doutez, la barque a coulé. Vous imaginez la taille et la puissance du bateau égyptien qu'il faudrait pour transporter déjà quelques pierres de plusieurs tonnes et le nombre d'allers-retours qu'il faudrait en sachant que rien que pour la pyramide de Khéops, c'est tout de même 2,3 millions de blocs de pierre en moyenne. Les égyptologues varient leur nombre entre 600 000 à 4 millions, mais même 600 000 pierres, quelle aventure! Je ne m'exprimerai même pas si c'est 4 millions, alors là c'est encore plus délirant. J'ai même lu 6 millions pour le summum avec l'écrivain Robert Bauval et conférencier égyptien qui serait monté en haut de la pyramide et qui aurait estimé ce nombre. Il avait en plus constaté que les pierres les plus lourdes, qui pèsent entre 10 à 15 tonnes pour la pyramide de Khéops, se seraient plutôt trouvées vers le haut de la pyramide. Oui. Et aussi, les 3 pyramides auraient eu besoin pour leur construction à elles seules de plus de 10 millions de tonnes de pierres, voire encore plus. Bon, comme ça, on a une bonne idée de la charge de travail extraordinaire que cela représente, et donc à imaginer le nombre de bateaux égyptiens qu'il faudrait avec aller-retour de la carrière pour cette entreprise gigantesque, en sachant aussi qu'avec les fameuses crues du Nil, les braves ouvriers ne pouvaient pas y travailler toute l'année. Je vous laisse à votre merveilleuse imagination sur ce sujet, chère lumière. Question numéro 14. Est-ce que les pierres ont été fondues et moulées sur place par un processus alchimique bien spécifique, puis assemblées ensuite? Oui, il y a différentes méthodes. Une partie des pierres pour la construction du sphinx a été moulée sur place puis assemblée. Nous avons utilisé le son pour opérer cette fusion alchimique. Pour vous expliquer un peu plus en détail, certaines matières de pierre ont été pensées dans notre conscience avec le résultat déjà prévu à l'avance. Une masse liquide de pierre a été matérialisée et fusionnée en un bloc comme un artiste qui sculpte son argile. Nous utilisons ce procédé quand nous voulions une matière de pierre énergétique spécifique à mêler avec des pierres existantes dans les carrières pour obtenir un résultat de mélange de haute vibration. Ok, merci à vous! Il est question de l'hypothèse des pierres moulées qui ont été utilisées pour certaines parties de la construction des pyramides égyptiennes, entre autres, et qui est soutenue notamment depuis 1720 tout de même par l'explorateur Paul Lucas, en 1777 par le chimiste Pierre-Julien de la Faye et en 1978 par l'ingénieur chimiste Joseph Davidovits. L'idée est que les blocs de pierre des pyramides d'Égypte auraient été non pas taillés mais moulés à la manière du béton. Voici pour ces infos. Bon, voyons la réponse de la prochaine question qui va sûrement vous amuser, chère lumière. Question numéro 15. Comment les bâtisseurs ont assemblé les pierres ensemble pour monter les pyramides? Est-ce, comme on nous dit, tiré par des hommes avec des cordes ou bien fait d'une autre manière? Nous rions avec les questions. Bah oui, j'imagine. Pas de cordes et pas d'hommes qui tirent à la sueur de leur front. Cela aurait été impensable pour nous. Et d'ailleurs, les constructions très anciennes n'ont jamais été faites de cette manière. Cela s'est fait par voie aérienne et commandé par des sondes qui donnaient le feu vert pour placer les pierres ensemble. Les sondes étaient téléguidées par nous et il y avait des structures très grandes qui se chargeaient de poser les pierres en lévitation aux endroits précis que nous voulions. Bon, on peut continuer de rire. Comment ? Pas d'aller-retour en bateau et pas de corde non plus pour tirer les pierres jusqu'au site? Mince alors! J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, chère lumière. J'ajoute une question complémentaire. Si les pierres ont été assemblées avec l'aide de vaisseaux, quels sont ces vaisseaux au niveau technologique et avec quelle énergie fonctionnaient-ils? Comme nous étions une alliance, nous avions une combinaison de vaisseaux de nos savoirs respectifs. Ces vaisseaux étaient tous à des postes bien spécifiques et de tailles différentes. L'énergie est celle que vous connaissez et que vous nommez énergie libre. Il y avait des vaisseaux qui foraient les masses de pierre avec des lasers. C'était comme un éclair instantané, cela venant des carrières. Il y avait les sondes de petite taille qui guidaient les vaisseaux des carrières. Ces derniers étaient des sortes de boules métalliques. Ensuite, il y avait les vaisseaux allongés comme des lignes, des barres, que nous nommons vaisseaux transporteurs. Ils prennent les pierres pour les emmener sur le plateau. Sur place, les sondes guidaient les différents vaisseaux. Puis se trouvait également un grand vaisseau en forme d'anneau argenté au-dessus des pyramides qui avait les pierres en lévitation et déposées aux endroits précis. Nous avions également des chemins magnétisés pour transporter les pierres. Chaque vaisseau savait ce qu'il avait à faire.
Il n'y avait pas de pilote à l'intérieur. Nous avons programmé à l'avance le schéma définitif des plans du plateau pour les sondes et elles se chargeaient de répartir les tâches. Ensuite, de notre côté, nous intervenions pour procéder à la fusion des pierres avec l'aide de sons spécifiques en chant, mantra amplifié. Waouh! Incroyable ce qu'ils partagent! On imagine très bien le chantier avec chaque vaisseau de différentes tailles en train de s'affairer à ses tâches respectives. Alors en méditation guidée, les images allaient super vite, comme dans un manège grand 8, je devais m'accrocher comme ça envoyait sec. Donc c'était livré en vrac en mode vitesse lumière et après à moi de reconstituer le puzzle. J'ai eu quelques petites choses pour la construction. D'abord, j'ai vu des rayons de lumière dans le ciel qui étaient projetés depuis ce qui me semblait être des vaisseaux, même si je les voyais pas très bien. Je pense que les rayons lumineux servaient à acheminer les pierres par un processus de chemin magnétisé jusqu'au site, comme ils disent. Et des pierres étaient coupées aussi par des rayons comme des éclairs, c'était net. Ah oui, autre chose, et cela je m'y attendais pas. À un moment j'étais au-dessus du site des pyramides et qui est en train de se construire et il y avait ce qu'ils décrivent une sorte d'immense structure comme un anneau gris blanc qui flottait. Les blocs de pierre étaient en suspension au-dessus grâce à cet anneau et ensuite les pierres étaient posées aux endroits précis et assemblées par un processus de fusion avec la voix des deux Atlantes bâtisseurs à la peau cuivrée que je vous ai montré en illustration. Ils émettaient un son avec leur voix qui faisait fusionner les pierres ensemble. Bon voilà quelque chose d'incroyable. Je n'ai pas entendu le son mais c'est ce que j'ai pu avoir en info. Allons à la question suivante maintenant. Question numéro 16. Comment était le paysage au moment de la construction des pyramides et du Sphinx? Est-ce qu'il y avait de la végétation? Le Nil venait-il jusqu'aux pyramides? Des animaux vivaient aussi sur le lieu peut-être? Là où nous étions, c'était un mélange de soleil et de couverture nuageuse par moments, dû au changement que la Terre subissait. Oui, bien sûr qu'il y avait de la végétation, c'était très fertile. Le Nil, le Méala, venait jusqu'au plateau. Il en était couvert. Vous aviez des forêts de palmiers à côté du site. Vous aviez une faune et une flore développées avec certains félins, nos frères. Des animaux que vous retrouvez constamment sur le continent africain, zèbres, antilopes, des oiseaux comme des flamants roses et des marabouts. De petits singes également rieurs se tenaient dans les lieux. C'était très vivant comparé à votre désert maintenant. J'aime beaucoup ce nom pour le Nil Méara, ça sonne bien, vous ne trouvez pas? Une info qui vient confirmer leurs propos à propos de l'eau sur le plateau. En méditation guidée, j'ai vu un flash très rapide du plateau vu de dessus. Il y avait effectivement de l'eau qui venait très proche des pyramides. L'eau était scintillante au soleil, c'était très beau. Et aussi autour des pyramides, il y avait un dallage de pierre blanc, jaune très clair, avec des allées perpendiculaires. Il y avait aussi des sortes d'arches, portes de forme carrée devant les pyramides, avec des sculptures à différents endroits et des temples construits également. Et derrière les pyramides, plus loin, se trouvait une partie de paysage avec des palmiers. Complétons avec la question suivante concernant le fait qu'il n'y aurait pas de sable sur le plateau à cette époque. Question numéro 17. Si avant il n'y avait pas de désert sur le plateau de Gizeh, que s'est-il passé pour que ce désert soit présent et aussi à quel moment dans le temps le site s'est transformé en sable? Avec l'engloutissement de l'Atlantide, l'eau du Nil s'est asséchée car elle a été vidée avec le désert du Sahara. Pour ce désert, en parlant du Sahara, c'est encore une autre affaire car il s'est passé là-bas des guerres du ciel. En ce qui concerne l'eau sur le site de Gizeh, cela s'est enlevé au fur et à mesure et le sable a recouvert de plus en plus le site. Le dallage qui était présent dans les fondations a été recouvert ainsi. Alors sachant que le Nil a une profondeur entre 8 et 10 mètres par endroit, est-ce que sur le plateau c'était pareil ou moins? En tout cas, le sable a bien comblé le vide laissé par l'absence d'eau au fil des millénaires. Quand on voit d'anciens dessins du Sphinx, notamment celui du directeur des musées nationaux de France qui s'appelle Dominique Vivant-Denon. Voici un dessin de 1798 où on voit bien qu'il y avait du sable jusqu'au cou pratiquement. Donc cela nous donne une idée de la quantité de sable qui s'est emparé du plateau, si on peut dire. Ah, voici la prochaine question devinette, chère Lumière. Question numéro 18. En combien de temps a été construit le site de Gizeh? Alors on parle donc du Sphinx et des 3 pyramides finies bien entendu. Donc, est-ce que ce serait dans les 60 ans,
Oui, car l'égyptologie nous dit que le site a été construit entre 2550 et 2490 ans avant Jésus-Christ environ, et le Sphinx vers 2500 ans avant Jésus-Christ. Est-ce que ce serait plus de 60 ans? Extrapolons aussi avec 30 ans ou carrément moins de 10 ans. Et la réponse serait moins de 10 ans. Et oui, apparemment, vos cheveux commencent à se dresser sur votre tête. Comment est-ce possible, me direz-vous? Je vous laisse découvrir la réponse. 3 ans terrestres. Cela peut vous paraître court, mais nous n'avons pas eu besoin de plus car nos moyens technologiques nous ont permis de finir assez rapidement. Bon, voilà qui est dit. On nous dit que la pyramide de Khéops a été construite officiellement entre 20 et 30 ans. Il semble que nos chers bâtisseurs aient réussi à diviser par 10 le temps en finissant le site complet. Et oui, tout va bien, chère lumière. Oui, vous êtes toujours bien connectés. Alors nous continuons avec les prochaines questions axées plus en détail sur le Grand Sphinx. Question numéro 19. Est-ce que le Sphinx a été érigé avant ou après les pyramides? Alors, ils ont déjà commencé à y répondre à la question numéro 11. Décidément, toujours 50 trains d'avance, comme d'habitude. J'essaie de suivre le rythme. Allez, écoutons leur réponse pour compléter celle de la question numéro 11. Avant, car il a servi d'ouverture, de portail pour ancrer l'énergie du plateau, donc il était nécessaire qu'il soit construit avant les pyramides. Ok, merci beaucoup. Pour rappel, l'égyptologie nous dit que le Sphinx aurait été érigé dans l'Ancien Empire vers 2500 ans avant Jésus-Christ par Khafré, le fils de Khéops, donc après la construction de la Grande Pyramide. Le fils de Khéops serait appelé par les Grecs plutôt Képhren, et évidemment la tête du Sphinx correspondrait pour les égyptologues à la tête du pharaon. Quand on voit que la tête est bien plus petite que le corps, on pense à de la retouche bien entendu. D'ailleurs, il semble qu'il existe une subtile discordance entre l'axe de la tête du Sphinx et celui des traits du visage. En effet, la tête est orientée plein est alors que ses traits dévient légèrement vers le nord. De plus, les égyptologues sont face à un problème de texte de l'Ancien Empire mentionnant la construction du Sphinx, ce qui est assez troublant pour un monument de cette taille et le travail gigantesque qui a été entrepris. On ne comprend pas trop pourquoi la grande civilisation égyptienne ne relaterait pas l'œuvre accomplie de cette statue divine. De plus, on ne peut pas dater la pierre car le carbone 14 ne s'appliquerait qu'aux matières organiques. Bon, après quand on commence à gratter un peu dans les fouilles, cela devient très flou, et pour cause. En effet, dans le livre L'archéologie interdite de Colin Winson, il est écrit ceci. En fait, les égyptologues du 19e siècle s'accordaient généralement à affirmer que le Sphinx était bien plus ancien que les pyramides. Ce n'est qu'au 20e siècle, en découvrant le nom de Képhren sur la stèle de Thoutmosis, gravée entre les pattes du Sphinx, que les égyptologues ont décrété que le Sphinx avait été construit par Képhren, que sa tête était censée être à son image. Et pour la petite histoire sur la stèle de Thoutmosis, Colin Wilson nous explique, je cite, « À la ligne 13 de l'inscription apparaît la syllabe « Kaf » pour laquelle débute le nom « Khafré ». Pourtant, lorsque la stèle a été mise au jour en 1817, la ligne 13, aujourd'hui totalement effacée, était déjà fortement endommagée et aucun cartouche n'y était visible à cet endroit. Or, toutes les inscriptions représentant les noms de souverains les isolent dans des signes de forme ovale appelés cartouches. Aussi est-il extrêmement difficile de comprendre pourquoi, sur la stèle de granit, le nom d'un monarque aussi puissant que Khafré, ou à vrai dire de tout autre pharaon, aurait été privé de son indispensable ornement. Par ailleurs, quand bien même la syllabe Kaf se réfère à Khafré, elle ne prouve pas que le roi ait réalisé le Sphinx. C'est donc pour cela que pour Gaston Maspero, égyptologue du 19e siècle, Képhren se serait simplement contenté de restaurer le Sphinx et de déblayer le sable. À vos réflexions intérieures, chère lumière. Question numéro 20. À quoi ressemblait le Sphinx à l'origine au niveau de la tête? Était-ce une tête humaine, de lion ou autre? Tu la connais? Votre civilisation a fait quelques retouches ensuite. C'était à notre effigie, de notre code énergétique Urma, pour le dit Sphinx, donc ce que vous appelez une tête de lion en rappel à nos frères qui ont été importés sur votre terre pour vivre une incarnation dans cette dimension.
J'ai trouvé très intéressant qu'ils donnent leur empreinte énergétique au sphinx en reprenant une partie de leur physionomie, petit clin d'œil au passage. Pour info, en méditation guidée, je n'ai pas eu la chance de voir la tête d'origine du sphinx, ni sa construction d'ailleurs. Je n'ai vu que la tête que l'on connaît tous, celle de maintenant retouchée. Question numéro 21. À quoi servait précisément le sphinx pour la Terre au moment de sa construction? Nous le disions avant, c'était une porte d'entrée et une clé d'activation sur le plateau pour placer l'énergie dans un tout. Il était nécessaire que ces clés soient présentes afin d'harmoniser les pyramides. Elles-mêmes ont été créées pour une autre fonction. Le sphinx, ce mot est assez drôle pour nous, permet également un repère nous concernant de l'espace. Vous ne le voyez pas, il émet une énergie de lumière à travers son cristal placé sur la tête. C'est un émetteur, une fréquence que nous reconnaissons de notre civilisation. Le sphinx a donné le point d'ancrage, l'alignement avec celui de la Terre. Très bien, merci, cela prend tout son sens. Question numéro 22. Quelle était la couleur d'origine du sphinx? Est-ce qu'il y avait différentes couleurs? Des peintures dessinées dessus? Blanc, avec des tons reflets dorés. Cela a bien changé maintenant. Il était recouvert d'un alliage peinture dorée à certains endroits, au niveau de la tête, du poitrail et de la queue. La pierre a perdu ses propriétés car d'autres êtres sont intervenus pour désactiver ses principes, ce qui fait que la pierre est devenue jaune. Certains symboles étaient visibles sur le corps. Il suffisait d'activer la voix, des sons, lettres et des portes s'ouvraient à l'intérieur. Les activations ont été enlevées à cause de mauvaise utilisation, elles sont désactivées pour l'instant. Question numéro 23. Pourquoi avoir choisi cette forme? Quelle est la symbolique énergétique derrière? La forme d'un lion couché est une forme harmonieuse car elle agit comme une puissante ancre avec la terre. C'est aussi un symbole de gardien. On passe d'abord par le sphinx avant d'aller vers les pyramides. Il y a une sorte de passe d'entrée en premier. À l'origine, il y avait un champ de protection devant le sphinx. C'était justement pour empêcher une future catastrophe suite aux engloutissements des deux civilisations atlantes et lémuriennes. Nous avions prévu de protéger le plateau. Cela a été bien utile, oui, dans ce but. Question numéro 24. On le nomme sphinx, avait-il un vrai nom à l'origine? Et si oui, quelle est la signification aux yeux des bâtisseurs? Mehera. Phonétiquement, Mehela, que l'on peut traduire par gardien stellaire intemporel. Pour nous, c'est un souvenir de notre passage et de notre empreinte galactique visible dans votre dimension, entre autres. Alors je viens de voir que c'est pratiquement le même nom que celui qu'ils ont donné au Nil, Mehala. À une lettre de différence, ici le sphinx se prononce Mehela. Voilà qui est bien étrange, je n'ai pas d'explication sauf que le son des mots avait une grande importance car il portait une fréquence particulière. Je vous laisse méditer sur ces noms à votre tour, chère lumière. Question numéro 25. Pourquoi avoir orienté le sphinx dans cette position précisément, c'est-à-dire face à l'est en direction du soleil levant? Est-ce lié à une position spécifique des étoiles à l'époque ou lié à une position énergétique qui entre en résonance avec la Terre? Parce que c'était la position qu'il fallait à ce moment pour faire cet ancrage avec la Terre et en amont de la construction des pyramides pour créer une symbiose. De plus, votre soleil nourrit cet édifice avec son énergie. La matière de vos pierres s'en nourrit. Oui, c'est exact, vous le découvrez. Les pierres sont vivantes et tout comme les plantes, vos arbres, tous ont besoin de la lumière source du soleil. Il y a aussi, oui, un alignement avec les étoiles que nous devions prendre en compte car terre et ciel sont reliés, vous le savez sûrement. Certaines demeures célestes étaient dans une position bénéficiant à la Terre à cette époque, donc le sphinx est orienté en considérant cette carte des étoiles. J'ajoute que le sphinx fait face au soleil levant lors des deux équinoxes. Et justement, si on parle de la fameuse précession des équinoxes, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est le déplacement graduel du point d'équinoxe à travers les 12 maisons du zodiaque. Le soleil d'équinoxe occupe chaque constellation du zodiaque pendant environ 2160 ans. Le soleil se lève donc à chaque équinoxe de printemps devant une même constellation pendant ces 2160 ans environ et parcourt dans le même intervalle de temps un par un les 12 signes du zodiaque. Le total fait un cycle de 25 920 ans. De nos jours, comme depuis presque 2 millénaires, le soleil de l'équinoxe de printemps se lève avec la constellation des poissons en arrière-plan. Bon, maintenant ce serait plutôt le signe du Verseau. Selon l'horloge précessionnelle de l'historien Giorgio de Santillana et de l'anthropologue Herta von Deschend, nous traversons l'âge des poissons, puis l'âge du bélier qui l'a précédé, pour découvrir qu'en 2500 ans avant Jésus-Christ,
C'était la constellation du Taureau qui abritait le soleil lors de l'équinoxe de printemps. Et donc sur le site de Gizeh, cet historien et cet anthropologue expliquent que la Terre et le ciel étaient reliés et qu'il fallait donc prendre en compte la dimension astronomique. De ce fait, un monument équinoxial, comme le sphinx datant de l'âge du Taureau, devrait donc représenter cet animal ou son symbole. Or, on peut voir que ce serait plutôt une tête de lion. Dans ce cas, chère lumière, vous allez me dire quand était-ce l'âge du lion alors? Pour obtenir la bonne corrélation entre le ciel et terre, l'âge du lion aurait donc débuté vers 10 500 ans avant Jésus-Christ. Il se trouve que cette époque est la seule où le sphinx, orienté plein est, a bénéficié du bon alignement symbolique aujourd'hui, car il regardait le soleil équinoxial se lever dans le ciel de l'aube avec son pendant céleste en arrière-plan. Ah, c'est à ajouter dans nos notes également, chère lumière. Question numéro 26. Est-ce que le sphinx émet de l'énergie ou en reçoit? Et si oui, qu'est-ce que cela fait pour la Terre et l'humanité? Les deux. Sa fonction de gardien est de recevoir l'énergie céleste pour l'ancrer ici et harmoniser le plateau. Il émet une radiation de son cristal qui encode une fréquence sur Terre et dans le ciel que nous savons identifier. Cela nous permet de prendre la pulsation de la Terre. C'est comme un informateur des lieux. Pour la Terre, cela lui permet de fonctionner comme un point d'énergie dans sa grille magnétique. Pour l'humanité, vous n'en voyez pas encore les effets car vous n'êtes pas relié à sa fréquence. Bon, ça vient aussi pour l'humanité car nous retrouvons nos mémoires et nos connexions. Question numéro 27. On parle d'entrer dans le corps du sphinx, pourriez-vous confirmer? Où sont-elles précisément? Bien entendu, il y en a plusieurs. Quel est l'intérêt de construire cet édifice si on ne peut pas entrer à l'intérieur? Ce n'est pas une statue comme les vôtres dans votre civilisation qui ne sert pas à grand chose sauf sur un plan esthétique, oui. Dans la tête, au niveau du poitrail et vers l'arrière du corps. On peut dire qu'ils ont du répondant et de l'humour, hein. C'est ce que j'ai pu constater dans leurs réponses. Alors pour développer un peu sur l'intérieur du sphinx, déjà dans les années 1920, une photo aérienne du sphinx prise d'une montgolfière a montré qu'il y avait une ouverture sur le dessus de la tête qui a été rebouchée depuis bien entendu. Ensuite, des scientifiques de l'université Ain Shams du Caire et le SRI de Californie ont commencé à mener des recherches en 1977 qui ont permis de découvrir des anomalies au sphinx. Il s'agissait notamment d'une cavité située devant les pattes avant du sphinx. En outre, le SRI a effectué une étude de la résistance électrique et des tests de sondage acoustique, découvrant de nombreuses bizarreries sous et autour de l'ancien monument. Puis en 1987, des scientifiques de l'université Waseda de Tokyo ont procédé à un sondage électromagnétique de la pyramide de Khéops et du Sphinx qui a révélé l'existence de plusieurs tunnels et cavités sous Gizeh. Ces chercheurs de l'université ont trouvé des sections creuses dans le sol au sud du Sphinx avec des cavités de 2 à 3 mètres à l'intérieur. Ils ont également identifié une rainure sur le corps du sphinx s'étendant sous celui-ci. Les chercheurs ont mis en évidence des sections creuses devant les pattes du sphinx et la possibilité d'un tunnel reliant les cavités sud et nord. En 1991, le géophysicien Thomas Dobecki et le géologue John Anthony West ont mené une nouvelle étude sur le sphinx. Ils ont validé les découvertes de 1987 en identifiant des cavités souterraines dans la région. Des images anciennes confirment également ces données scientifiques montrant clairement des entrées et des tunnels menant à des chambres inexplorées sous le sphinx. Bon, voyons avec notre question complémentaire, chère lumière. Si on entrait dans le corps du sphinx, que trouverions-nous? Est-ce qu'il y a des escaliers, des corridors, des salles secrètes? Si cela s'appelle être curieux, nous rions, nous allons répondre avec grande joie à cette question qui vous anime. Il y a des escaliers et des salles ou plutôt des chambres cachées pour vous pour l'instant, pour une grande partie de votre humanité, sauf certains qui avaient réussi à avoir cette information. Vous savez de qui nous parlons, n'est-ce pas? Nous ne nous étendrons pas sur eux. Oui, nous voyons ça. Ok. Question numéro 28. S'il y a des salles secrètes, pourrions-nous avoir plus de détails sur leur nombre? Quelles sont leurs utilités et que renferment-elles? Dans le corps du sphinx, il y a 3 chambres qui sont reliées par des corridors et un temple dans le sol. Une salle de conservation de manuscrits, d'archives de votre humanité. Celle-ci a été maintes fois tentée d'être décelée. Elle est encore bien gardée car nous y avons placé des protections.
Les 3 autres chambres comportent des objets divers de civilisation de votre passé, mis sur place en attendant d'être découverts. Ah, quelques détails très intéressants sur ce qu'il y aurait à l'intérieur. Alors cette fameuse salle de conservation, ou plutôt salle des archives, serait justement sous le Sphinx d'après Edgar Cayce. Alors j'ai trouvé plusieurs dessins venant du livre La prophétie symbolique de la Grande Pyramide d'Harvey Spencer Lewis aux éditions Amorque. C'est en 1936 que paraît la première édition de cet ouvrage, écrit donc par Harvey Spencer Lewis, fondateur de l'Ordre de la Rose-Croix. Donc au début du XXe siècle, il a fait de nombreuses recherches, tant sur le terrain, en Égypte, que dans des documents anciens afin de comprendre l'objet original de la Grande Pyramide de Gizeh et de son utilisation. Il révèle que des salles souterraines existeraient sous le Sphinx par exemple. Voici un dessin de coupe de profil du Sphinx et voyez, il y a des escaliers à l'intérieur, une chambre d'accueil ici et un peu plus à droite, un temple circulaire. Et je vous reparlerai de ce temple un peu plus loin dans les questions. Et voici un autre dessin, cette fois-ci avec le Sphinx de face et on voit une autre entrée sous les pattes du Sphinx. Alors, chère lumière, qu'en pensez-vous? Vous voulez en savoir plus, n'est-ce pas? Moi aussi. Alors, que pourrons-nous savoir en plus? Attendez, allons voir cela à la prochaine question. Question numéro 29. Est-ce que les bâtisseurs ont placé des objets spécifiques dans le corps du Sphinx, des technologies par exemple? Évidemment, il y a plusieurs objets comme des outils de communication par la pensée, des créateurs de formes de matière, des condensateurs d'énergie utilisant l'énergie cosmique puisée à travers des champs de photons. Il y a aussi ce que vous appelez les fameux crânes de cristal, un de couleur bleue en provenance de Sirius, un de couleur jaune plus petit qui sert d'harmonisation de vos corps. Ils remplissent d'autres fonctions, mais nous n'en parlerons pas pour l'instant. Toutes ces technologies ont été réunies pour servir de base, de point de départ, pour vous dans un futur proche. Eh bien, il y a de belles et incroyables curiosités technologiques dans ce Sphinx, et aussi ces 2 crânes de cristal qui ont diverses fonctions et qui sont aussi de grande conscience. Et j'ai trouvé sur internet un article qui peut apporter un éclairage avec un message de l'archange Métatron via James Tiburon et qui s'intitule Les crânes de cristal, le codage au-delà de 2012. Comme d'habitude, vous verrez si ça résonne avec vous. L'archange Métatron décrit ce que seraient les crânes de cristal pour donner une idée. Voici ce qu'il dit. Ce sont des portails multidimensionnels dynamiques. Ce sont en effet des ordinateurs vivants conscients qui se mettent à jour constamment à l'aide de programmes adaptés de l'esprit universel qui soutient la Terre et l'humanité. Voici pour cette petite parenthèse, continuons avec la prochaine question. Question numéro 30. La tête du Sphinx semble plus petite en proportion par rapport à son corps. A-t-elle été retaillée plusieurs fois et si oui, à quelles époques, par qui et pourquoi? Ah oui, vous avez remarqué? Plusieurs fois. Oui, nous ne l'avons pas arrêté car nous n'avions pas la permission de le faire. Quelles époques? Plusieurs millénaires après sa construction, quand la civilisation égyptienne est arrivée. Il a été décidé qu'il serait retaillé pour éviter des curieux de s'aventurer trop près du plateau. En retaillant la tête, l'édifice a perdu certaines propriétés inhérentes à sa fonction. Les prêtres égyptiens et pharaons connaissaient la fonction du sphinx en partie, mais certains n'ont pas compris et se sont aussi approprié le lieu comme sanctuaire de gloire à leur être. Nous avons laissé faire car heureusement, le principal était encore là et cela, ils ne pouvaient pas le retirer. Et leur humour continue. Étonnant le fait de retailler la tête pour éviter que des gens s'approchent du plateau. Bon, pourquoi pas? Le sanctuaire de gloire me paraît avoir plus de sens et le fait que certains pharaons auraient pu vouloir se créer une statue à leur image, oui. Je vous laisse méditer dessus, chère lumière. Question numéro 31. Officiellement, il est dit que la perte du nez du sphinx serait due à une mutilation réalisée au XIVe siècle par un chef musulman du nom de Mohamed Saïm al-Dar qui aurait été outré que les habitants de la région vouent un culte au sphinx. Est-ce vrai? Oui ou non? Il y a toujours eu des aberrations dans votre civilisation et celle-ci en est. Oui, ce n'est pas une légende. Sous prétexte de croyance, l'édifice a perdu son nez. Nous pouvons dire de toute façon, il n'avait plus rien à voir avec la tête d'origine, donc ce n'est pas bien grave.
Oui, il vaut mieux en rire, je partage leur point de vue sur cette question. Donc, ce n'est pas cette histoire imaginaire de boulets de canon tirées par des soldats de Napoléon qui aurait défiguré le Sphinx vers l'année 1800. En effet, l'explorateur danois Frédéric Loup Norden se rendit en France en 1737, soit bien avant la campagne d'Égypte de Napoléon, et documenta en détail son voyage. Dans ce recueil Voyage d'Égypte et de Nubie, publié en 1755, il inclut une esquisse du Sphinx sans nez, ce qui indique que l'organe avait déjà disparu avant la fin des années 1790. Concernant l'histoire du XIVe siècle, une source islamique affirmerait que le nez du Sphinx aurait donc été retiré justement à la fin du XIVe siècle. Selon les écrits d'Al-Makrizi, historien égyptien du Moyen-Âge, un soufi du nom de Mohammad Saïm al-Dar, outré que les habitants de la région vouent un culte au Sphinx, aurait retiré le nez à coups de burin, en sachant qu'à l'époque, il était plus facile d'accéder à la tête du Sphinx car il y avait du sable jusqu'au cou. Apparemment, ce serait plutôt la version du XIVe siècle qui remporte la palme. Question numéro 32. La roche calcaire du Sphinx semble avoir subi une érosion. Est-ce dû à de l'eau et si oui, est-ce par des précipitations abondantes ou bien le Sphinx aurait été recouvert d'eau pendant quelque temps? Pourriez-vous nous expliquer? Merci beaucoup. Oui, le site a été recouvert d'eau à cause de l'engloutissement des deux continents. Il y a eu une crue du Nil, puis ensuite l'eau s'est complètement retirée pour ne laisser qu'un désert que vous connaissez maintenant depuis un certain temps. De plus, la modification du climat avec la période glaciaire a annulé les pluies sur cette partie de l'Égypte. Ok, merci beaucoup. Donc cela pourrait expliquer la fameuse érosion du Sphinx si le plateau s'est retrouvé noyé pendant quelque temps. Alors quand il parle que cela a annulé les pluies dues à la modification du climat, je pense que cela les a extrêmement réduites au fil du temps, oui en effet. Cependant, il y a encore de rares précipitations sur le plateau qui continuent actuellement. Question numéro 33. Comment s'est construit le Sphinx par étapes? Nous avons d'abord déterminé les plans en hologramme 4D, comment cela serait sur le terrain en dimension réelle. Ensuite, nous avons fait le terrassement intérieur, construit les salles secrètes, une par une avec de la roche cristallisée et moulée sur place en un processus de fusion. Un vaisseau au-dessus de l'emplacement se chargeait d'amener la masse liquide de matière. Ensuite, par notre intention, nous envoyions un son de fusion, puis la matière se solidifiait où nous voulions et cela prenait forme comme nous voulions. Quand l'intérieur fut terminé avec une combinaison de codes intégrés pour assurer l'équilibre du Sphinx, nous l'avons recouvert d'une protection de matière rocheuse de différents métaux comme un nappage. C'est un mot que vous utilisez en cuisine. La roche a été coulée pour finir l'ensemble, puis nous y avons ajouté les fonctions de minerai d'or et de cuivre. À son sommet, il y avait le terminal cristal qui était un cristal bleu apporté de Sirius. Leurs cristaux sont extrêmement résistants et permettent de traverser la matière et d'apporter un équilibre parfait. C'est pourquoi nous avons choisi d'en faire venir un. Les populations de Sirius visitent la planète depuis longtemps. Nous n'avons pas eu besoin d'aller sur Sirius, vous nous comprenez. Alors il est question que le Sphinx aurait été taillé directement dans un seul bloc de roche calcaire. Et pour la réalisation officielle, selon certaines estimations, il aurait fallu environ 3 ans à 100 ouvriers utilisant des marteaux de pierre et des ciseaux de cuivre pour terminer la statue. Les pauvres. Bon, ici c'est une autre explication qui est donnée. On voit qu'ils ont commencé après les plans par l'intérieur du Sphinx avec les chambres et en utilisant de la pierre liquide fusionnée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y aurait également un cristal bleu de Sirius dans le Sphinx. Alors, est-il toujours en place dans l'intérieur au sommet? Mystère. Tout compte fait, 3 civilisations stellaires, Urma, Arcturus et Pléiades, ont réalisé la construction du plateau avec les Atlantes et on peut également ajouter la contribution supplémentaire de Sirius. Chère lumière, voici pour ce petit tour sur notre Sphinx, mais il a. Et maintenant, allons explorer plus en détail nos majestueuses pyramides. Question numéro 34. Quelle était la fonction précise des pyramides à l'époque de leur construction?
Récepteur énergétique, diffuseur sur le réseau de la planète de points de lumière pour ancrer l'énergie et apporter l'équilibre. Instructeur de vie et d'information pour ceux qui savent entendre et recevoir en eux la connaissance. Alors, lors de ma méditation guidée, j'ai eu cette info qu'en effet, les pyramides permettent de générer un certain équilibre énergétique qui a été assez perturbé suite aux engloutissements de l'Atlantide et de la Lémurie. Elles créent aussi une grille énergétique avec les autres pyramides de la Terre et celles de l'intra-terre et donc agissent comme des points d'ancrage de lumière. Elles ont aussi la fonction de conserver le savoir de l'humanité et d'autres missions que nous allons découvrir ensemble tout de suite. Question numéro 35. Pourquoi il y a 3 tailles différentes dans les pyramides? Pourrions-nous en connaître la raison? Parce qu'il y avait besoin de créer un équilibre de forme. Chacune est prédéterminée pour remplir une fonction spécifique. La plus grande est celle qui reçoit et diffuse le plus, et elle active ce qui entre en haut et en bas dans les couloirs de dimension. La moyenne diffuse des ondes circulaires comme une sorte de nettoyeur énergétique. La plus petite indique la position des champs électromagnétiques et envoie des pulsations à la Terra pour l'informer de la vibration du lieu. C'est très clair, merci beaucoup. Question numéro 36. Est-ce que les pyramides ont un nom d'origine donné par leurs bâtisseurs? Oui, ce n'est sûrement pas ce que vous avez inventé, qui n'a pas lieu d'être. À l'origine, le site s'appelait et s'appelle toujours, alors je vous propose une prononciation possible, Amenhotep, ce qui veut dire berceau de lumière. C'est un nom formé des 4 civilisations qui l'ont construit. On a fusionné nos langages pour créer une vibration puissante. Il a été donné un nom qu'à la plus grande des pyramides, car c'est en elle que nous avons impulsé le plus de fréquences énergétiques. Donc le nom de la pyramide de Khéops est Ko-Shaïkté, ce qui veut dire portail de connaissance. Ah, très bien, on a aussi un nom pour le plateau de Gizeh et c'est magnifique d'avoir fusionné les langages ou codes de lumière des civilisations bâtisseuses pour construire ces structures sacrées. Comment cela résonne avec vous, chère lumière? Question numéro 37. La pyramide de Khéops aurait 8 faces et non 4 en fonction de la lumière du soleil et des équinoxes. Pourquoi 8 faces? 8 faces correspondent à des angles et une forme parfaite en alignement avec la Terre, le ciel et aussi les fréquences dimensionnelles. Quand l'énergie de la Terre monte sur 8 faces des pyramides, cela est facilité et se concentre plus au sommet. Ok, merci. Question numéro 38. Pourriez-vous nous détailler comment s'est construite la pyramide dite de Khéops par étapes, en prenant en compte que le même processus a été appliqué pour les 2 autres bien sûr? Le processus était un peu différent des 2 autres pyramides car il y avait plus de réalisations à apporter. Comme pour le Sphinx, nous avons projeté une image des pyramides finies avec comment elles seraient à l'intérieur en taille réelle et nous avons commencé à créer avec les images devant nous. Il a fallu penser au sol de Gizeh, mais cela nous en reparlerons plus loin car vous vous en doutez, il y a des structures en dessous du plateau et nous devions les prendre en compte pour nos constructions. Nous en avons rajouté certaines, mais d'autres étaient là depuis très longtemps venant d'autres civilisations. Donc nous avons commencé par ce que vous nommez le squelette intérieur de Ko-Shaïkté. Nous avons préparé les fondations à sa base et nous sommes montés au sommet. Bien sûr, toutes les pierres étaient amenées de notre vaisseau arc argenté juste au-dessus. Nous avons ensuite travaillé sur la chambre que vous appelez du roi, car c'était le point d'équilibre de la pyramide, le centre où passent et convergent les points d'énergie. Cette salle est chargée de cristaux dans sa composition. Vous n'en voyez pas dans sa matière, car elle est éthérique, légèrement, par rapport à vous, mais nous voulions qu'elle soit comme un centre de réception de vibrations. Du sol au plafond, tout a été pensé pour être conducteur d'énergie et surtout lisse car il ne peut y avoir d'imperfection. Nous avons moulé le régénérateur, ce que vous appelez le sarcophage. Nous tenons à vous dire maintenant que ce n'est pas non plus un sarcophage. C'est un régénérateur de corps et c'est aussi une question de projection de son être dans d'autres dimensions pour recevoir des initiations. À l'origine, il y avait même un couvercle qui était posé, mais il a été enfoui plus tard par vos civilisations. Nous avons inscrit dans cette pièce des mantras très puissants pour aider à la connexion avec son être.
Il devait servir aussi pour se rappeler son origine de vie. Cela active vos mémoires à condition d'avoir une certaine conscience, bien entendu. Votre chambre de la reine communique avec celle du roi au niveau énergétique. Elle sert de lieu de réception d'énergie des univers. Quant à votre chambre souterraine, à l'origine, il y avait un bassin d'eau qui a été vidé et détruit par ceux qui ne voulaient pas que l'homme se rappelle de ses connexions divines. Elle, la chambre souterraine, n'avait pas besoin d'être complètement finie comme les deux autres. Elle sert de concentrateur d'énergie et ouvre à d'autres chambres souterraines scellées pour la plupart. Quand l'intérieur fut fini, nous avons déposé des pierres calcaires, granit en première couche, jusqu'en haut, et enfin un parement blanc avec des composants de cristaux qui les faisaient briller au soleil. De plus, nous y avons placé une pierre cristalline jaune dorée au sommet, forme losange allongée carrée à 6 côtés, qui active la connexion. Elle a été retirée depuis pour éviter qu'elle soit mal utilisée. Eh bien, c'est plutôt précis ces descriptions. Je note qu'ils ont placé aussi une pierre cristalline comme pour le sphinx au sommet. Quand ils parlent du vaisseau arc argenté, il s'agit bien entendu de ce gigantesque anneau que j'ai vu au-dessus du site des pyramides et qui plaçait les pierres au bon endroit. Ok, question suivante. Question numéro 39. Est-ce que le parement qui recouvrait la pyramide de Khéops avait aussi une fonction énergétique? Oui, vous savez, tout a une raison. Nous ne construisons pas pour faire joli seulement, c'est ce que nous vous disions. Et il était nécessaire que chaque matière que nous utilisions remplisse une fonction spécifique qui assure une pérennité. Ce parement envoyait un signal de lumière depuis le ciel. J'ajoute une question complémentaire. Est-ce qu'il y avait des inscriptions gravées dessus et à quoi servaient-elles? Oui, il y avait des codes inscrits pour parfaire l'ouverture vers les dimensions supérieures et être en harmonie avec le lieu. En fonction de la journée, vous pouviez aussi voir des reflets de couleurs qui changeaient. Waouh, cela devait être sublime à voir. Qu'en pensez-vous, chère lumière? Question numéro 40. Concernant la position des pyramides, confirmez-vous qu'elles seraient bien alignées sur des étoiles et constellations précises? Oui, complètement. Il est aussi nécessaire quand on construit des bâtiments sacrés de prendre en compte l'énergie envoyée des étoiles. C'est comme ça que cela se passait avant quand vous aviez cette connaissance car c'est un tout. Toujours le ciel est le lieu où vous êtes. Les constellations qui avaient les fréquences les plus adaptées à ce moment pour envoyer de l'énergie étaient Sirius et Orion. Alors il y aurait une correspondance entre la position au sol des 3 pyramides avec l'alignement des 3 étoiles centrales de la constellation d'Orion, constitutive de la forme appelée baudrier d'Orion. Le Nil matérialiserait d'ailleurs la Voie lactée et d'autres pyramides feraient partie de ce système. C'est ce que propose Robert Bauval, écrivain et conférencier égyptien dont j'ai parlé un peu avant, et Adrien Gilbert, auteur et historien, en 1994, dans ce qu'ils appellent la théorie de corrélation d'Orion. Les auteurs constatent également, avec l'aide d'un logiciel astronomique appelé Sky Globe, que le conduit sud de la chambre du roi de pente 45 degrés pointe sur le baudrier au moment où Orion est au plus haut sur le méridien, tandis que le conduit nord pointe lui vers l'étoile polaire de l'époque, Alpha Draconis, et le conduit sud de la chambre de la reine, d'un degré de 39 degrés, pointe sur l'étoile Sirius, Alpha Canis Majoris. Une autre étude intitulée « Une analyse astronomique quantitative de la théorie de corrélation d'Orion » parue en 2011 par le chercheur Vincenzo Orofino, du département de physique de l'université de Salento en Italie, soumet la théorie de Robert Bauval à certaines vérifications astronomiques et astrophysiques quantitatives afin d'évaluer sa compatibilité avec les résultats de l'astronomie à l'œil nu et de la photométrie. Donc selon les analyses de Vincenzo Orofino, il est possible de conclure que la théorie de la corrélation d'Orion est plausible dans la marge d'erreur des mesures astrométriques de cette époque. Apparemment pour Sirius, il semble qu'il n'ait pas pu faire le lien. Voici pour ces informations que nous allons compléter avec ces 2 autres questions. À quoi servent les conduits dans la pyramide de Khéops? Ces conduits servent à recevoir l'énergie de ces points de l'univers et aussi à faire sortir cette dernière pour l'envoyer à des lieux précis, pas forcément que vers Sirius et Orion. Ah ok, voilà qui est intéressant. Et pourrions-nous savoir pourquoi ces conduits sont orientés vers ces constellations spécifiques?
Nous avions fait nos calculs et pour être en phase avec les autres pyramides présentes sur Terra, nous avions besoin d'y ajouter ces orientations précises car les autres constructions du monde sont alignées avec d'autres civilisations pour recevoir une fusion d'énergie stellaire. Bon, donc ces conduits seraient alors bien alignés avec ces étoiles mentionnées, à garder dans ces petites notes, chère lumière. Question 41. Quels moyens ont été utilisés pour polir le granit dans la chambre du roi et pour réaliser le sarcophage? Des outils de variation d'ondes projetées. C'est comme un faisceau laser rond en ondes qui passe très lentement et polit tout. Vous imaginez si nous devions polir les pierres à la main? Inimaginable! Nous ne pouvions pas y passer toutes vos journées, et ce n'est pas ainsi que nous créons. C'est une perte d'énergie considérable et le résultat ne pourrait pas être parfait. Ah, encore une réponse qui envoie, comme cela s'est dit. Pour donner quelques indications complémentaires, le sarcophage est décrit comme une cuve de granit rouge d'1 mètre de haut, long de 2,30 m et large de 0,89 m. C'est un seul bloc de 6 tonnes qui aurait été soigneusement vidé et réalisé en une seule pièce. Le poids fini serait estimé à 3,5 tonnes. Quand la chambre du roi a été découverte, ils ont trouvé un sarcophage vide. Le couvercle a été mystérieusement enfoui dans la réponse donnée à la question 38. Question numéro 42. Pouvez-vous nous dire si d'autres chambres ou salles secrètes existeraient dans la pyramide de Khéops et dans les 2 autres pyramides aussi? Et si oui, quel est le nombre et où exactement? Votre esprit se fait des tortillons intérieurs là-dessus. Il y a en effet des chambres dans les pyramides. Dans Kocha Ikté, il y en a 2 autres où nous avons placé certains objets qui servent d'activateurs énergétiques. Pour y accéder, il y a besoin d'une formule en code de lumière. Vos gouvernements les ont détectés, mais ils n'ont jamais pu y entrer car ils ne connaissaient pas les codes. Et pour le moment, cela reste un silence que vous comprendrez. Dans les 2 autres pyramides, il y a aussi des chambres. La forme moyenne, Képhren, contient un cube noir bleuté d'obsidienne au centre. C'est une technologie informatique qui se régule seule et s'adapte en fonction de son environnement. Elle prend la température des ondes et crée un champ de protection. Dans la petite pyramide, Mykérinos, nous y avons placé des cristaux pour permettre de garder des connaissances. Depuis le temps que la pyramide et tout le plateau sont scannés, radiographiés dans tous les sens avec son sol pour découvrir ses chambres secrètes et tout artefact de technologie ancienne, c'est un vrai parc d'attractions depuis des centaines d'années. En tout cas, officiellement, en 2023, le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé la découverte d'un passage secret de 9 mètres de long situé au-dessus de l'entrée nord dans la pyramide de Khéops grâce aux travaux des chercheurs du projet Scan Pyramids. Selon l'archéologue égyptien Zahi Hawass, il explique que ce corridor situé au-dessus de l'entrée de la pyramide, je cite, protège quelque chose, peut-être la véritable chambre funéraire du roi Khéops. Oui, en effet, cela protège bien quelque chose, mais pour le reste du commentaire, je ne pense pas que ce soit la chambre funéraire du roi Khéops. N'est-ce pas, chère lumière? Alors voici une autre question complémentaire. Est-ce qu'il y a des crânes de cristal cachés dans les pyramides? Les crânes de cristal sont présents pour une pyramide, Kocha Ikté. C'est très gros car il est une grande conscience, cristal lémurien qui l'habite et qui sert de gardien également. Ok, donc nous avons 3 crânes de cristal, 2 dans le Sphinx et 1 dans la pyramide de Khéops, Kocha Ikté, avec cette origine lémurienne. Question numéro 43. Au niveau énergétique, comment cela se passait? Est-ce que les pyramides recevaient et émettaient de l'énergie? Oui, c'est toujours le cas, à une intensité moindre car elles sont actives mais certaines fonctions ne sont plus en marche actuellement. Elles le seront bientôt quand vous aurez retrouvé la mémoire de leur utilité et connaissance. Ok, merci. Une question complémentaire. Quand les pyramides envoyaient de l'énergie, quels étaient les effets pour la Terre et l'humanité? L'équilibre. Cela permettait à Terra d'être bien positionnée dans son champ d'énergie. Il a fallu depuis qu'elle, la Terre, se restructure à cause des dommages qui lui ont été causés.
L'humanité de l'époque, pour une petite partie, voyait et ressentait l'énergie qu'elle dégageait. On pouvait voir aussi à certains moments de vos années, nous traduisons en temps comme toujours, des couloirs de lumière vers le ciel. C'était visible de votre dimension. Super ces couloirs de lumière! D'ailleurs, on a pu voir certaines photos de pyramides dans le monde, comme au Yucatan à Chichén Itzá, mais aussi la pyramide du soleil en Bosnie par exemple. Question numéro 44. Est-ce que les pyramides étaient en résonance énergétique avec d'autres pyramides du système solaire? Vous découvrez sûrement pour une partie d'entre vous qu'il y a d'autres structures pyramidales sur les planètes de votre système solaire. En effet, la forme pyramide est très répandue dans l'univers car elle peut créer une puissance énergétique considérable. Quand nous vous parlions de ces couloirs de lumière à certains moments, ce sont des activations en commun avec d'autres pyramides de l'espace. Vous avez des structures sur Mars, la Lune, Vénus, Saturne et Jupiter. Lorsqu'elles s'activent ensemble, elles forment un champ d'énergie, un tore extrêmement puissant pour créer un réseau immense dans le système solaire. Cela permet également de réaligner les petits désordres accumulés par des troubles vécus sur chaque planète à des époques du passé. On a vu des clichés de forme, des anomalies qui ressembleraient à des pyramides sur Mars, notamment avec le site de Sidonia et le fameux visage qui a inspiré le film Mission to Mars de Brian De Palma en 2000. D'ailleurs, dans ce film, le visage qui est comme une structure sur le sol de Mars cache une civilisation stellaire pour la petite info. Je vous partage un ressenti sur le fil pour Jupiter et Saturne. Je ressens que les structures pyramidales sont 5 fois plus immenses que sur Terre et de matières comme du verre ou de l'argent métallique. Tiens, encore d'autres sujets d'enquête intérieure, c'est infini. Question numéro 45. Est-ce que les pyramides servaient de phares de lumière ou de plateformes spatiales pour des vaisseaux qui souhaitaient atterrir? On pouvait s'en servir de cette façon également, dans une moindre mesure. Les vaisseaux pouvaient les capter ainsi, oui. Question complémentaire. Servait-elle aussi de portail dimensionnel sur la Terre ou dans le cosmos? C'est la raison parmi d'autres qui a été que des civilisations non alignées sont venues pour s'amuser dans votre espace de la Terre et vouloir s'approprier la sphère et votre humanité. Il y a sur le plateau de Gizeh un portail naturel, nous l'avons choisi exprès. Oui, cela ne m'étonne pas, il y a eu d'autres endroits sur Terre de convoitise comme l'Antarctique par exemple. Je vous renvoie d'ailleurs à l'enquête intérieure que j'ai faite à ce sujet qui s'appelle « Au-delà du mur de l'Antarctique ». Servait-elle aussi de portail de téléportation vers d'autres endroits de la Terre ou dans le cosmos? Un portail vers différents points de l'univers et un portail dimensionnel qui lui a été créé par nos structures pyramidales bâties. Donc ce portail naturel dimensionnel mentionné à la question précédente aurait été mis à profit avec l'aide des pyramides créées. Ok, très bien. Question numéro 46. Le sommet des pyramides était en or. Pourriez-vous le confirmer? L'or est un conducteur extraordinaire, oui, nous confirmons. Il active aussi des particules de lumière. Question numéro 47. Est-ce que les pyramides de Gizeh étaient donc connectées énergétiquement aux autres dans le monde? Et si oui, quels étaient les effets pour la Terre et l'humanité? Tout est toujours connecté. Oui, les structures pyramidales ont aussi été créées dans le but de former un réseau d'énergie et fournir de l'énergie justement à toute la surface et son humanité. Pour l'humanité, si elle avait pu utiliser cette énergie et en avoir la connaissance, vous seriez depuis longtemps dans une civilisation avancée et aussi technologique. Il y a eu du retard. Vous êtes en train de reprendre conscience après des milliers d'années d'oubli. Oui, heureusement pour nous, les voiles de l'oubli s'oublient à leur tour et tout s'éveille pour notre plus grand bonheur. Question numéro 48. La civilisation égyptienne dans son ensemble savait très bien que les pyramides ne servaient pas de tombeaux et qui les avait construites? Et si oui, comment voyait-elle les pyramides et le sphinx dans leur expression symbolique? Les premières civilisations égyptiennes étaient très conscientes, oui. Elles avaient eu le savoir d'ancienne Atlante qui s'était installée en Égypte. D'ailleurs, ces civilisations étaient atlantes dans les premiers temps. Ensuite, il y a eu mélange entre les populations et perte de connaissances. Cependant, les castes d'initiés conservaient ce savoir et certains en ont profité pour insuffler des mensonges. Vous connaissez le problème. Les pyramides et le sphinx n'étaient pas vus par les Égyptiens comme des tombeaux. Non, absolument pas. Ils avaient un profond respect pour les lieux. Ils savaient que c'était un héritage passé, demeure de leurs ancêtres atlantes. Certains y ont vu aussi le passage de Dieu.
Alors concernant ces premières civilisations égyptiennes, chère Lumière, je vais ouvrir une petite parenthèse. On pourrait remonter au temps d'une Égypte très ancienne, le Zep Tepi, qui correspond littéralement au mot premier temps d'Horus. Avant l'Égypte prédynastique, période allant de 6000 à 3150 ans avant Jésus-Christ, et où les dieux marchaient sur la terre. Vers 300 ans avant Jésus-Christ, Manéthon de Sébennytos, prêtre égyptien, a reconstitué l'histoire de l'Égypte ancienne dans son ouvrage Aegyptiaca, à partir de la mythologie et des souvenirs ancestraux transmis oralement par de vieux prêtres égyptiens qui se référaient à des millénaires antérieurs. L'historien grec Eusèbe de Césarée, qui a vécu entre 260 et 339 après Jésus-Christ, rapporte que Manéthon fait débuter l'histoire égyptienne en 30 544 ans avant Jésus-Christ. Manéthon divise ce Zep Tepi en période de dieux, de demi-dieux, d'esprits vénérables et de souverains. Le temps des dieux aurait duré 13 900 années lunaires, où une année lunaire correspondrait à 354 jours avec 7 grands et puissants dieux, les Nétélous, qui y ont régné sur les terres du Nil. À cette époque, la terre d'Égypte était habitée par les Nétélous et une autre race non humaine, les Urshus, les veilleurs ou créatures 100% divines qui sont mentionnées dans le papyrus de Turin comme intermédiaires entre les dieux et les êtres humains. Dans le papyrus de Turin datant de la 19e dynastie d'Égypte, probablement sous le règne de Ramsès II en 1290 avant Jésus-Christ, il indique également les descendants de ces divinités qui devinrent plus tard pharaons par concession divine, les liens de sang directs avec les dieux et la liste des souverains depuis l'unification de la Haute et de la Basse Égypte jusqu'à l'époque où le document a été compilé. Ensuite vint le temps du royaume des demi-dieux où il y aurait eu mélange avec les humains. Puis après l'époque des demi-dieux vint la troisième période du Zep Tepi avec les Shemsu-Hor, c'est-à-dire les esprits vénérables. D'après ce qui est dit par Manéthon, on les appelait Ak, les lumineux. Ils n'étaient pas à proprement parler des divinités, mais leur nature était tout de même divine. Ils formaient la suite d'un Nétélou, Horus, et étaient vénérés dans ces temples. Ce sont eux qui assuraient la transition entre les royaumes divins et le royaume des êtres humains. Manéthon dit aussi que le titre royal des pharaons provenait des vénérables. Et enfin la dernière période du Zep Tepi, l'époque où les 7 premiers pharaons, décrits dans la pierre de Palerme, qui est un fragment d'une stèle en diorite noire qui semble être la plus ancienne annale royale connue à ce jour de l'ancienne Égypte pharaonique et constitue une source d'une extrême valeur pour la reconstruction de la phase de l'Ancien Empire. Descendants de demi-dieux ont commencé à régner en Égypte. Je vous partage qu'il est plus que probable que l'Égypte faisait partie des colonies de l'Atlantide, ce qui rejoint ce qu'ils disent dans leur réponse que les fameux dieux du Zep Tepi étaient des Atlantes avec un savoir conséquent et aussi beaucoup de sagesse. Il y avait peut-être également d'autres civilisations qui cohabitaient avec eux, mais je pense que les Atlantes étaient majoritaires. Je referme la petite parenthèse et voyons la prochaine question, chère Lumière. Question numéro 49. Quel type d'initiation recevait-on dans les pyramides, notamment celle de Khéops avec la chambre du roi et le fameux réceptacle de connaissances? Initiation de mort de l'esprit matière pour renaître ensuite à sa véritable forme divine. Initiation des énergies de Kundalini, du sacrum intérieur et d'ouverture de votre lotus masculin et féminin. Voici 2 exemples. C'était des initiations d'une puissance et il était vraiment nécessaire de bien s'y préparer car l'intensité énergétique était telle que vous pouviez sortir de votre corps, tomber dans un coma profond si vous n'aviez pas eu cette préparation en amont. Dans le réceptacle de connaissances, vous passiez aussi une initiation de sommeil prolongé où vous alliez explorer d'autres mondes. C'était une initiation très demandée car vous buviez une boisson qui mettait vos fonctions du corps dans un état très ralenti, endormi, et vous pouviez projeter votre conscience et faire également des voyages astraux d'une nature différente à ce que vous expérimentez actuellement. Vous bénéficiez de l'énergie puissante de la pyramide pour vous y aider. Imaginez les voyages avec votre conscience.
Ok, très intéressant l'image de notre lotus féminin masculin qui s'ouvre lié à l'énergie de la Kundalini. Magnifique. Donc on comprend bien que le sarcophage de la chambre du roi, dit le réceptacle de connaissances, servait à réaliser des initiations importantes de connexion à soi. Sublime. Et maintenant, chère lumière, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a sous le plateau de Gizeh? Allez, on va découvrir tout cela avec nos prochaines questions. Question numéro 50. Est-ce que les bâtisseurs des pyramides et du Sphinx ont également terraformé sous le plateau de Gizeh? Oui, nous l'avons abordé précédemment. Il existait déjà au moment de la construction du plateau un réseau en dessous bâti depuis très longtemps par diverses civilisations avancées. Nous avons ajouté certaines chambres et salles secrètes qui découlaient du Sphinx et des pyramides. D'ailleurs, une civilisation très sage, semi-éthérée, des anciens bleus de Sirius, ils sont maintenant dans l'intraterre éthérée, vivaient sous le plateau et nous avons demandé une autorisation pour créer des tunnels, les aménager et édifier aussi les structures dont nous avions besoin. D'accord, les anciens bleus de Sirius. À l'évocation de ces noms, cela nous fait remonter à des âges. Très intéressant tout cela également. Alors j'ai demandé intérieurement à recevoir une image de ce à quoi il pourrait ressembler. Et voici ce que j'ai pu dessiner que je vous partage ici. Alors j'ai ressenti qu'il y avait deux physionomies chez eux, une plus humaine si on peut dire cela, avec des cheveux et des points lumineux blancs sur le visage, et une autre avec un long cou, pas de cheveux et des sortes de tatouages comme des connexions dessinées sur la tête et le cou. Donc ils ont la peau soit bleue très claire, soit plus foncée avec ses yeux de chat. Le côté féminin sacré est très présent, c'est ce que j'ai ressenti, c'est comme une énergie maternelle, très douce, comme un cocon qui nous enveloppe. L'énergie est fluide, évanescente, c'est très beau, très doux, vraiment très doux. Leur regard est transcendant, ça sort de l'écran et vient nous envelopper dans le cœur, magnifique. J'ajoute aussi ces symboles de lumière, de leur énergie que j'ai dessinés et que je vous partage. Merci beaucoup à ces deux êtres de lumière pour s'être présentés à nous. Gratitude. Voyons avec les deux prochaines questions complémentaires, chère lumière. Qui a terraformé sous le plateau? Dans quel but et cela remonte à quelle époque? La Terra possède des cavités naturelles dans son intérieur et aussi beaucoup de réseaux aménagés, construits par des civilisations qui sont passées et qui ont demeuré dans des villes intérieures. Les anciens bleus de Sirius ont terraformé sous le plateau. Il y avait aussi une civilisation andromédienne, des êtres très allongés, minces et au long cou. Ils sont repartis chez eux car leur expérience se terminait sur Terra. Ensuite, certains endroits sous le plateau ont servi de base à une civilisation hostile que vous connaissez car elle inspire des peurs dans l'imaginaire humain. Toutefois, elle n'a pas pu s'emparer des trésors les plus précieux car elle a été chassée depuis. Vous savez que toutes les planètes sont terraformées, certaines populations préfèrent vivre dans les sols car elles bénéficient d'une énergie qui leur correspond mieux. De plus, avec les catastrophes naturelles de la surface, ces populations ont appris à vivre sous terre car elles n'avaient pas d'autres moyens de survie. La terraformation du plateau remonte à des centaines de milliers d'années si vous voulez une temporalité. Ok, très bien, donc on voit qu'il y a eu du passage de civilisation et les bâtisseurs sous le plateau seraient donc ces anciens bleus de Sirius, entre autres. Une autre petite question complémentaire. Pourrions-nous savoir dans ce cas quelle serait la taille de cette terraformation? Est-ce que c'est l'équivalent d'une ville? Oh, c'est très grand, cela dépasse votre entendement. C'est tout un pays qui est concerné, et même au-delà. Tous les pays, nous dirions. Oui, on imagine, il n'y a pas de frontières comme en surface. Question numéro 51. Qu'est-ce qu'avaient prévu de faire les bâtisseurs des pyramides à l'origine en construisant sous le plateau? Des porte-relais entre les tunnels pour communiquer directement avec le Sphinx et les pyramides
et créer une base d'énergie concentrée afin d'augmenter la puissance dans les constructions. Question numéro 52. Qu'il y avait-il exactement sous le plateau en termes de structure et qui s'y trouve encore? Une cité très ancienne est sous le plateau, construite sur plusieurs étages. Elle fonctionne toujours sous champ de protection. Vous avez des salles de régénération et des cristaux, des entrées vers l'intraterre, 2 seulement qui sont bien gardées et aussi qui mènent à d'autres lieux sur la planète. Une grande salle où nous y avons placé l'histoire de votre humanité. Les tunnels sont gigantesques par rapport à vous, faits d'un métal gris au reflet vert bleuté, et il y a des sculptures géométriques qui s'emboîtent. Des lumières produites par des faisceaux se diffusent dans l'air. Vous n'avez pas besoin de torches. Il y a aussi des sortes d'ascenseurs pour vous et des moyens de transport en suspension. Je vous ai mis ces 2 illustrations. Pour ceux et celles qui ont vu les films du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, vous reconnaîtrez sûrement notre joyeuse communauté de l'anneau qui sont dans les royaumes de la Moria, chez le peuple nain. Pourquoi je vous montre ces illustrations, me direz-vous? Tout simplement pour les structures géométriques énoncées dans leur réponse, quand ils parlent de gigantesques tunnels intérieurs. Eh bien, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que ces tunnels ressemblent un peu à ces grands piliers, ces designs imposants pour vous donner une petite idée. Alors en méditation guidée, j'ai vu très peu de choses concernant sous le plateau, c'était en plus très rapide. J'ai vu des tunnels, des escaliers, des murs peints d'or ou en or carrément avec des sculptures. Il y avait aussi beaucoup d'eau, comme un bout de mer peut-être, sûrement le Nil. Et à un moment, j'ai vu un endroit avec de l'eau comme un lac intérieur et des sortes de cristaux installés dessus et qui fonctionnaient comme des générateurs. J'ai vu aussi des grandes portes scellées pour le moment, sculptées de façon géométrique avec des formes qui s'emboîtent. Et sur l'une des portes, j'ai vu un cristal en forme de pyramide au centre qui servait d'activateur. Voilà tout ce qui m'a été montré sous le plateau pour le moment. Ce que l'on peut retenir, c'est qu'il y a bien des mystères à redécouvrir sous ce plateau. Et d'ailleurs, concernant la présence d'une cité cachée sous le plateau, je vais vous conter cette histoire. Nous allons remonter le temps jusqu'en 1935, date à laquelle il aurait été question de la découverte d'une mystérieuse cité enfouie. Donc la nouvelle d'une cité secrète est même parue dans la presse mondiale en mars 1935. Le Sunday Express publiait un article d'Edward Armitage, ethnologiste et explorateur qui venait de rentrer d'Égypte, et où il avait observé les fouilles d'une ancienne cité égyptienne qui datait de 4000 ans. Bon, la date à mettre entre parenthèses, comme toujours, chère lumière. Et puis vint le silence concernant cette mystérieuse cité secrète, comme si chaque égyptologue vivant avait perdu tout intérêt pour cette merveilleuse métropole souterraine. Tous leurs articles au cours des années qui ont suivi étaient centrés sur les tombes de reines et les puits qui s'étaient enfoncés profondément dans le sol jusqu'aux tombes funéraires à un moment donné au cours de la 24e dynastie, soit entre 732 et 716 avant Jésus-Christ. Et on n'entendit plus parler de cette cité cachée, ce fut un grand chut. Alors toujours en 1935, au moment de l'aboutissement de très importants travaux de déblaiement de sable et de coquillages dirigés par Émile Barrès, égyptologue français qui durèrent 11 ans, des histoires remarquables commencèrent à naître au sujet de découvertes réalisées. Un article de presse écrit et publié alors par Hamilton M. Wright, éditeur et essayiste américain, traita d'une découverte extraordinaire sous les sables de Gizeh. L'article était accompagné de photographies d'origine venant du docteur Selim Hassan, le directeur de l'équipe de recherche scientifique de l'université du Caire qui fit la découverte. Il déclarait, je cite, « Nous avons découvert un passage souterrain utilisé il y a 5000 ans par les anciens Égyptiens. Il passe en dessous de la chaussée menant entre la deuxième pyramide et le Sphinx. Il permet de traverser la chaussée qui mène de la pyramide de Khéops à celle de Képhren. À partir de ce souterrain, nous avons déterré une série de puits donnant accès 125 pieds en contrebas et de petites pièces et salles latérales. » Des archéologues firent au même moment une autre découverte majeure. À peu près à mi-chemin entre le Sphinx et la pyramide de Képhren, on découvrit 4 énormes puits verticaux, chacun d'environ 3 mètres carrés, conduisant tout droit au fond du calcaire massif. Ces puits portent le nom de tombeaux de Campbell
Et ce complexe, dit le docteur Selim Hassan, se terminait par une cour close au centre de laquelle une autre cheminée descendait vers une salle flanquée de 7 chambres. Certaines d'entre elles contenaient d'immenses sarcophages de basalte et granit scellés de 6 mètres de haut. Pendant la dernière année du désensablement, des ouvriers mirent à jour la plus surprenante découverte qui fut relatée par les médias internationaux. Les archéologues responsables de la découverte furent déroutés parce qu'ils avaient sorti de terre une cité la plus merveilleusement organisée qu'ils eussent jamais vue. Elle serait remplie de temples, de scènes pastorales peintes au pastel, d'ateliers, d'étables et autres bâtiments, y compris un palais. Pourvu de voies navigables hydrauliques souterraines, son parfait système de drainage rivaliserait avec d'autres équipements modernes. Cette cité serait située au cœur d'un immense réseau de cavernes naturelles du plateau de Gizeh, s'étendant loin en direction de l'est sous le Caire. Son accès principal s'effectuerait par des escaliers taillés dans la roche à l'intérieur du Sphinx, descendant jusqu'à la caverne sous le lit du Nil. Et en continuant le mystère de cette histoire contée, chère lumière, une expédition serait alors partie découvrir cette fabuleuse cité. Elle fit descendre des groupes électrogènes et des radeaux pneumatiques et circula le long d'une rivière souterraine qui menait à un lac d'1 kilomètre de large. La cité blottie sur les rives du lac serait en permanence éclairée par de grandes sphères de cristal présentes aux murs et au plafond de la caverne. Il y aurait aussi une seconde entrée de la cité au niveau de l'escalier qui mène aux fondations de l'église copte du Vieux-Caire, datant du 5e ou du 6e siècle après Jésus-Christ. On fit un court métrage de l'expédition et un documentaire appelé Chambers of the Deep, qui veut dire salle des profondeurs, et qui fut par la suite visionné de façon confidentielle. Au départ, il était prévu de présenter les séquences au grand public, mais pour certains motifs, cela fut différé. Oh, mais bien ça alors, quelle surprise! Alors un objet sphérique en cristal à plusieurs facettes de la taille d'une balle de baseball fut rapporté de la cité. Voilà qui est très intéressant si vous tenez l'objet dans vos mains en faisant mentalement la demande, alors profondément à l'intérieur de l'objet se trouveraient divers hiéroglyphes tournant lentement comme les pages d'un livre. Cet objet remarquable révéla une forme inconnue de technologie et fut envoyé à la NASA à des fins d'analyse. Qu'aurait-il découvert? Telle est la question, chère lumière. En tout cas, ces fouilles de Gizeh auraient donc révélé des passages souterrains immenses, des temples incroyables, des sarcophages de grande taille et au moins une mystérieuse cité souterraine qui l'aurait relié, et aussi que les passages souterrains relieraient le Sphinx aux pyramides. Waouh, que d'aventures fantastiques, chère lumière. Allons à la prochaine question qui complète encore celle-ci. Question numéro 53. On parle donc d'une cité technologique ou de ville sous le plateau. Qui vivait dans cette cité et à quelle époque environ était-ce? Alors on a déjà quelques éléments qui nous ont été donnés avant. Voyons leurs réponses. Centaines de milliers d'années, très loin dans votre temps. Oui, cette cité était un vaisseau qui était sous l'eau du Nil, à une profondeur proche de la surface. Le vaisseau est arrivé au départ pour étudier la vie sous-marine et s'est placé dans une poche d'énergie à cet endroit. C'est un vaisseau de Sirius et il était habité par les Anciens Bleus. Ils ont cohabité avec les Andromédiens pour un projet commun d'étude de la biodiversité et de création d'espèces. Certains initiés ont pu vivre avec ces grands êtres pour recevoir des formations, enseignements, comme quelques prêtres égyptiens et pharaons même. J'ai noté très peu entre parenthèses. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour essayer de voir comment serait ce vaisseau cité. Donc, voyez ce dernier gigantesque, de forme allongée. J'ai noté que cela s'étendait très loin dans le pays d'Égypte. Le centre est sous le plateau, là où il y a cette poche d'énergie comme ils disent, et d'ailleurs le générateur de leur vaisseau nourrit un couloir d'énergie puissant en verticale, juste en dessous des pyramides. Je ressens que le vaisseau a 4 niveaux et 2 sont alloués aux habitations qui seraient plutôt en forme de bulle. Le 3e niveau, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc les pyramides sont entourées du Nil sur une grande partie et il y a bien sûr des tunnels un peu partout sous l'eau qui relient tout cela. Voilà, chère lumière, pour donner quelques éclairages et maintenant une question complémentaire. Quel type d'énergie était utilisé dans cette cité pour pourvoir aux besoins de ces êtres? Énergie libre propulsée et celle qui infuse du centre de la Terre. Ils avaient des capteurs de cristaux qui servaient à cela. Ok, merci beaucoup. Question numéro 54.
Confirmez-vous qu'il y a bien des tunnels qui relient le Sphinx aux pyramides? Combien y en a-t-il et quelles sont leurs utilités? On a déjà eu des éléments de réponse auparavant, alors écoutons la réponse. Bien entendu, et c'était impératif qu'il en soit ainsi pour générer un équilibre intérieur-extérieur. 4 tunnels qui les relient. L'énergie circule dans ces tunnels, comme ceux dans les conduits de la pyramide Kochaïté. Voici une autre illustration du livre La prophétie symbolique de la Grande Pyramide d'Harvey Spencer Lewis aux éditions Armork. Alors on voit au moins 3 tunnels qui relient le Sphinx aux pyramides. Où serait le 4e? Mystère. Question numéro 55. Est-ce que les bâtisseurs ont vécu sous le plateau de Gizeh à une certaine époque? Oui ou non? Non, ce n'était pas nécessaire. Nous avions nos vaisseaux ou les portails pour aller où nous voulions. Ok. Question numéro 56. Il est question que le savoir de l'humanité serait enfoui dans différents endroits sur la Terre et notamment sous le plateau de Gizeh, dans ce qui est appelé la salle des archives. Pouvez-vous nous éclairer dessus? En effet, les êtres des civilisations avancées de la Terra ont laissé des traces de leur savoir dans des sites sacrés qui correspondent à des lieux que vous connaissez pour certains. En Amérique du Sud, sous la jungle amazonienne, dans des cités non encore découvertes, Chichen Itza, en Antarctique, dans les sols où des structures attendent d'être mises en lumière, en Europe, Roumanie, un lieu du nom de mont Buseji, au Japon, le mont Fuji, Australie, Uluru, Ayers Rock, en Afrique, en Asie, un peu partout et bien entendu en Égypte, oui, sous le Sphinx, le temple des connaissances par exemple. Ce temple a été conçu comme une chambre circulaire avec 12 colonnes de marbre et se situe au niveau du corps du Sphinx, environ en profondeur à plusieurs mètres de la surface, bien gardée, comme vous vous en doutez. Il y a une interface de dizaines et de dizaines de cristaux de différentes tailles et couleurs, ainsi que des manuscrits sous forme de plaques de verre gravées qui sont tactiles comme vos tablettes. Cela marche en code vibratoire. La tablette scanne votre énergie afin de vérifier ce qui émane de vous avant d'ouvrir ses connaissances. La structure du temple était déjà présente lorsque nous avons construit le plateau. Nous l'avons amélioré et déposé les archives. À l'origine, les anciens bleus de la cité l'avaient aménagé comme réservoir d'énergie et collecte de données comme une bibliothèque, donc elle avait déjà cette fonction qui était présente. Ok, oui, il y a donc différents lieux sur Terra où sont conservés des savoirs extraordinaires et qui vont bientôt se révéler à nous. Question numéro 57. À la question numéro 52, vous nous avez dit qu'il y avait des portails qui menaient dans l'intra-terre. Pouvez-vous nous dire où se situe-t-il sous le plateau? Oui, 2. Les portails mènent où vous voulez dans l'intra-terre à condition d'avoir les autorisations d'entrée. Un est dans la cité, l'autre dans le temple de connaissance. Ah, donc en fait, ce temple de connaissance, on ajoute un portail vers l'intra-terre. Eh bien, chère lumière, que de révélations! Question numéro 58. Pouvez-vous confirmer que la civilisation égyptienne, le pharaon ou la caste des prêtres, ou les deux en même temps, avait connaissance de ce qu'il y avait sous le plateau? Oui, et c'était un secret bien préservé au plus haut niveau. Si vous n'aviez pas les codes d'entrée, vous restiez ronde-flanc, une de vos expressions qui nous amuse. Ah, ils aiment bien nos expressions de la surface. Ok, question complémentaire, chère lumière. Est-ce que ce savoir leur avait été transmis par les bâtisseurs eux-mêmes ou alors d'autres initiés? Les deux. Nous avions choisi des initiés parmi la civilisation égyptienne afin de servir de relais et de gardiens conservateurs des lieux de la mémoire. Les initiés étaient choisis pour leur haute sagesse et leur éthique de vie, car ils avaient la tâche d'instruire à leur tour pour perpétuer l'héritage. Puis ensuite, ce sont les plus sages parmi les Égyptiens qui ont continué à enseigner les connaissances. Était-ce le pharaon ou la caste des prêtres, ou bien les deux, qui allaient sous le plateau de Gizeh? Et dans ce cas, est-ce qu'ils y allaient pour être enseignés, recevoir des initiations par exemple? Les deux également, en fonction de leur degré d'évolution. Les pharaons et les prêtres voulaient augmenter leurs connaissances et être initiés pour comprendre la vie, l'univers qu'ils étaient. Donc, il y avait des initiations reçues par nos confrères stellaires afin de vérifier leur foi et leur sagesse. Ils recevaient parfois un enseignement qu'ils passaient une vie entière à intégrer. Oui, c'était à ce point. Peut-on dire que la civilisation égyptienne a servi de gardien de ce savoir caché jusqu'à ce qu'elle ne soit plus? Oui, c'est cela, jusqu'à ce qu'elle perde ce savoir avec un oubli total de son être connecté. D'autres civilisations avancées chez vous connaissaient les activités sous le plateau. En fait,
toutes les civilisations bâties avec l'héritage atlante, lémurien des premiers temps. Très bien, merci beaucoup. Passons maintenant aux dernières questions concernant l'activité du plateau de Gizeh actuellement. Question numéro 59. Est-ce que les pyramides sont toujours actives actuellement ou bien ont été réactivées? Elles sont toujours opérationnelles avec certaines fonctions qui sont désactivées et en attente d'être en marche. Pour assurer un équilibre des forces et des champs magnétiques sur la Terra, il était nécessaire de garder les bâtiments sacrés actifs dans les différents lieux sur la planète. Petite question complémentaire. Sont-elles toujours en connexion avec les autres pyramides dans le monde? Effectivement, cela n'a pas bougé et nous dirions que la puissance augmente avec l'évolution positive de la conscience de votre humanité qui favorise cela. Ah, super, j'adore cette réponse! Lorsque les pyramides émettent une énergie comme un faisceau de lumière ou par cette énergie. Partout dans l'univers où il y a réception vers des sites sacrés, vers les planètes de votre système solaire, comme nous vous le disions, avec les autres pyramides et même d'autres structures qui sont sensibles à leur énergie et qui sont calibrées sur la même fréquence scalaire. En méditation guidée, j'ai vu l'énergie au niveau éthérique des pyramides et du sphinx sur le plateau. Alors ça faisait comme des vagues d'énergie très intenses, verticales, qui montaient vers le ciel. Donc une partie avec des tons orange et rouge, une autre bleue et une autre blanche. C'est très actif et ça pulse. Ah oui, autre chose aussi. Au-dessus des pyramides, toujours au niveau éthérique, j'ai vu une grande pyramide de cristal qui prenait toute la largeur des pyramides et avec un point de lumière au sommet. La couleur était un peu rose éclair. Voilà, c'est magnifique et encore incroyable. Vraiment pour cela, on vit une époque extraordinaire car on est en train de tout redécouvrir au fur et à mesure. Ah, voici justement la prochaine question qui vient compléter ce que j'ai vu. Question numéro 60. Est-ce qu'il y a une activité dans le ciel éthérique au-dessus des pyramides actuellement? Si oui, pourquoi? Que se passe-t-il? Oui, oh oui, c'est très actif. Sur des plans de conscience supérieure, tu l'as vu dans ta méditation, il y a une pyramide géante éthérique dans les tons rose-violet au-dessus des pyramides dans le ciel qui sert d'activateur et de diffuseur sur le site. Et il y a également un grand vaisseau mère juste au-dessus du site qui sert de portail vers d'autres dimensions. Il a été placé à cet endroit pour garantir une future visibilité à venir. Il est multicolore, d'une grande beauté et interstellaire. Il y a des milliers d'êtres à l'intérieur qui s'affairent pour coordonner et préparer votre nouveau monde. Génial! Le vaisseau mère! Et justement, dans mes flashs intérieurs, j'ai vu, oui, un grand vaisseau. Alors, dans mes souvenirs, je ne l'ai pas vu multicolore, mais blanc. Il est en effet comme un portail de dimension. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y a des points de lumière qui sortent du sommet des pyramides et qui montent les fameux couloirs d'énergie vers ce vaisseau mère. J'ai ressenti aussi que les vaisseaux viennent se recharger au-dessus des pyramides. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet, chère lumière. Question numéro 61. Est-ce que des civilisations stellaires se trouvent toujours sous le plateau de Gizeh? Non. Pour le moment, il n'y a plus de civilisation stellaire sous le plateau, mais seulement des vaisseaux qui surveillent les lieux et canalisent les énergies émises en permanence pour être redistribuées. Question numéro 62. Les pyramides et le sphinx existent dans la 3e dimension depuis des milliers d'années, puis dans la 4e dimension terrestre depuis 2012 maintenant. Dans ce cas, que verrait-on alors dans une 5e dimension terrestre sur le plateau de Gizeh? Il y a toujours une forme plus éthérée dans les plans de conscience supérieure. Le site, dans ce qu'on appelle la 5e dimension de conscience divine terrestre, est magnifique. Tout d'or et de cristal et très vert aussi. Non, il n'y a pas de désert. Et aussi, il y a des passerelles pour les vaisseaux, c'est très vivant. Ça circule beaucoup. Ah, très intéressant. Je n'ai pas encore eu la chance de voir cela pour le moment. Tout arrive à bon point. Chère lumière, voici la dernière question de notre fabuleux voyage. Quel rôle va jouer les pyramides et le sphinx dans les années à venir pour la Terre et notre humanité? Le rôle de mémoire retrouvé dans votre humanité de tout le savoir de l'histoire de vos civilisations passées depuis des éons. Et il y a de quoi apprendre, nous vous l'assurons. Cela tiendrait sur des milliards de livres.
C'est un moment joyeux et béni qui se passe. Nous aimerions être à votre place pour le vivre et redécouvrir toutes ces merveilles. Les autres sites dans le monde vont également apporter la même contribution. Nous avons hâte, nous aussi, de voir vos cœurs retrouver la flamme de vie qui est en vous et s'animer de joie. Sublime! Nous aussi, nous sommes dans l'effervescence, c'est magnifique! Voici maintenant le moment d'écouter le lumineux message de nos bâtisseurs qu'ils ont accepté de partager avec nous. Je vous laisse le ressentir dans votre cœur. Merci infiniment à tous. Chers enfants de la terre bien-aimée, nous ferons court dans notre passage éclair de ce message. Nous sommes un ensemble de civilisations qui nous exprimons ici et qui sommes à l'origine de la construction de votre merveilleux site sacré, Amen Aok Telae, dit le plateau de Gizeh. Nous avons uni nos savoirs pour créer un lieu comme un sanctuaire qui allierait sagesse, beauté et héritage de connaissances pour vous. Nous savons que vous vous posez des questions depuis très longtemps sur ce lieu et que les histoires imaginaires les plus folles ont circulé. Une grosse partie était inventée pour vous illusionner et vous endormir. Cependant, avant d'avoir accès à ces connaissances, il est nécessaire d'avoir accès à vous, à votre état de sagesse intérieure pour intégrer tout ceci. Alors cela a pu être très long pour vous, oui, en milliers d'années terrestres. Ce cycle de l'univers est fini sur Terra, donc le retour à votre origine vient. Voyez, votre voyage s'allège maintenant. Nous avons placé tout ce qui était nécessaire sur le site pour développer une nouvelle vie dans votre monde, une nouvelle vision de ce que serait votre monde avec les connaissances de sagesse. Alors nous vous disons maintenant, avec vos expériences acquises de vos vies, vous avez tout pour construire votre nouveau monde et votre héritage va vous ouvrir un panel de champs de possibilités que vous choisissez en conscience et avec votre cœur. Vous pouvez utiliser ces savoirs de façon juste et lumineuse à présent que vous avez le retour de l'état d'être divin. C'est parfait et c'est ce que nous souhaitions pour vous. En tant que gardiens, nous vous saluons et envoyons notre conscience du cœur pour diffuser bénédiction et beauté à tous. Oh, waouh, j'adore, c'est beau! Toutes ces connaissances lumineuses qui attendaient que nous soyons de nouveau éveillés et sages dans notre conscience et notre cœur pour avoir accès à cet héritage de notre humanité. Un immense merci, gratitude infinie pour ce magnifique message qui nous a été donné. Merci, merci. Voilà, chère lumière, quel voyage fabuleux! Waouh, j'ai pu vous partager beaucoup d'infos en fait, et c'est super, vraiment. Sur la méditation guidée, je peux dire, j'ai reçu les infos par le chat d'une aiguille, si je peux dire. Ce n'était pas comme dans les autres enquêtes où j'étais plutôt en mode balade, tranquille, en vision intérieure. Non, non, ici, ça déménage comme l'énergie du plateau. Et sur les questions-réponses, là, ça a été plutôt généreux en réponse. On a vraiment eu un max d'infos, de détails, donc c'est génial et je suis super ravie d'avoir pu faire cette enquête intérieure sur un sujet complexe et mystérieux qui fait parler de lui depuis très longtemps. Ah, et aussi, j'ai beaucoup aimé leur humour percutant de ces bâtisseurs. Ils m'ont bien fait rire par moments. D'ailleurs, je constate que certaines de mes questions les ont bien fait rigoler aussi. Comme ça, c'est équilibré. Et vous, chère lumière, comment avez-vous vécu ce voyage? Est-ce que cela vous a fait vibrer, rayonner intensément aussi? Comment voyez-vous le plateau de Gizeh et ses structures divines maintenant? N'hésitez pas à partager vos ressentis et commentaires sous la vidéo. J'adore vous lire et échanger avec vous. Je voulais vraiment remercier chaleureusement dans notre cœur ces êtres bâtisseurs incroyables qui se sont présentés pour leur sens de l'humour, bien sûr, et pour avoir accepté de répondre à mes questions et aussi pour avoir transmis leur message du cœur à tous. Je vous remercie également vous, chère lumière, parce que vous êtes fidèles aux enquêtes intérieures et je sais que vous les appréciez beaucoup et ça c'est formidable. Encore un grand merci pour vos présences et votre écoute. Alors comme d'habitude, si vous souhaitez liker, partager ou commenter, avec grand plaisir de lire vos retours et vos partages. Je vous laisse le lien vers mon site internet si vous souhaitez que je réalise votre lumineuse signature vibratoire de l'âme. J'ajoute aussi que si vous aimez les enquêtes intérieures que je vous propose et que vous souhaiteriez peut-être soutenir ma chaîne, je vous laisse un lien sous la vidéo pour faire un petit don. Gratitude à tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête divine et je vous proposerai aussi
bientôt à choisir parmi 3 super thèmes le prochain sujet d'enquête intérieure pour continuer de partir en voyage vers des mondes extraordinaires et vibrer toujours plus haut. Voilà, chère lumière, je vous embrasse. Salutations du cœur à tous. Chère lumière, je me rends compte qu'au moment où la vidéo est diffusée maintenant, nous sommes au mois de décembre, un peu avant les fêtes de Noël. En effet, le temps de création de la vidéo s'est étalé depuis le mois d'octobre. Eh bien, c'est parfait. Ce fabuleux voyage aux origines du Sphinx et des pyramides est comme un cadeau de Noël lumineux sous le soleil magnifique d'Égypte. Et je suis ravie de pouvoir vous partager tout ceci. Merci à vous tous pour vos cœurs présents et votre lumière divine. Gratitude.